m'entendez bien? Moi, j'ai une voix qui est forte, là, fait que c'est sûr que... Mais je ne le vois pas avec le micro, là. Ouais. Ah! C'est bon? Oui? Là, vous m'entendez. Oui, parce que je sens qu'il y a une différence. OK, c'est bon. Alors, comme je disais tantôt, merci d'être venu, de rester. J'apprécie énormément. Vous savez, aujourd'hui, je vais donner une conférence sur l'âge de la vie. C'est un sujet très technique et pas complexe. Je vous le dis tout de suite. OK? Donc, si je ne veux pas que vous soyez surpris, là, c'est un sujet vraiment bien complexe, ma conférence. Je vais tout faire pour essayer de simplifier des choses, mais ça demeure quand même complexe. Donc, la première partie, il faut que j'explique toutes les méthodes radiométriques pour déterminer l'âge de la vie. Donc, ça risque d'être un petit peu plus complexe. Et la deuxième partie, normalement, c'est là que les gens réagissent surtout, avec les preuves concernant les méthodes radiométriques. Alors, lorsqu'on parle de l'âge de la vie, alors le titre de ma conférence, c'est l'âge de la vie des milliers ou des millions d'années. Vous savez qu'aujourd'hui, selon l'histoire traditionnelle, on suggère que le chemin des humains et celui des dinosaures ne se soient jamais croisés et que leur existence sur la Terre soit séparée par des dizaines de millions d'années. Est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, la science, c'est quoi la science? Alors, la science permet de comprendre et d'expliquer les phénomènes naturels qui nous entourent. Elle permet même de prédire les événements à venir et de remonter dans le passé à la recherche de traces de vie. Le temps est un paramètre très utilisé en science. Par exemple, on peut déterminer le temps que prend un individu pour se rendre d'un point à un autre, connaissant le moment de départ et le moment d'arrivée. Si on veut connaître l'âge d'un individu, il suffit de calculer le temps écoulé depuis sa naissance. Tôt ou tard, cet individu va finir par mourir. Malheureusement, c'est le destin de chaque être vivant sur cette planète. En calculant le temps écoulé depuis la mort, on peut remonter dans le passé et établir ici la chronologie des événements. Si on veut déterminer l'âge de la matière organique contenue dans les fossiles, on utilise une méthode très convoitée par les archéologues et les paléontologues, qui est celle de la datation au carbone 14. C'est cette méthode que je vais vous parler surtout aujourd'hui. La méthode de datation au carbone 14 ou la méthode de datation par le radiocarbone ou encore la méthode de datation par le comptage de carbone 14 résiduel est une méthode radiométrique fondée sur la mesure de l'activité radiologique du carbone 14 contenu dans la matière organique, d'où l'on souhaite connaître l'âge absolu, c'est-à-dire le temps écoulé depuis la mort de l'organisme. On peut faire l'analogie avec une personne qui court le marathon. Si on connaît la distance parcourue par le marathonien, et s'il court à vitesse constante, il est facile de calculer le temps que ça lui prend pour faire sa course. Je vais vous faire remémorer un peu vos notions de physique. Il suffit tout simplement de diviser la distance parcourue par la vitesse. Et à ce moment-là, on a le temps que ça lui prend pour faire sa course. Mais lorsque on ne connaît pas la vitesse du marathonien, ou s'il y a des obstacles sur son chemin, ou encore on ne connaît pas exactement la distance parcourue par le marathonien, vous comprendrez qu'il est beaucoup plus difficile de calculer le temps que ça va lui prendre pour faire sa course. Alors, nous pouvons utiliser ce même raisonnement et l'appliquer à toutes les méthodes radiométriques que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, comme je le disais tantôt, lorsque les évolutionnistes avancent des millions d'années, sur quoi ils se basent pour arriver à des millions d'années? Est-ce que c'est vrai qu'on arrive à des millions d'années? Alors, c'est ce qu'on va essayer de démystifier aujourd'hui avec, évidemment, au niveau de la science, au niveau des méthodes radiométriques, pour voir si on arrive vraiment à des millions d'années. Vous avez ici l'échelle des temps géologiques. Alors, comme mon collègue a expliqué un petit peu tantôt, alors l'échelle des temps géologiques divise l'histoire de la Terre en unités plus courtes en se basant sur la disparition et l'apparition et la disparition des différentes formes de vie.
Elle commencerait il y a 4,5 milliards d'années avec l'âge de la Terre, 3,7 milliards d'années à peu près pour l'âge de la vie, et se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Alors, selon l'évolution, la vie serait apparue en premier dans les océans et poursuivie sur la terre ferme. Les premiers organismes qui seraient apparus seraient des cyanobactéries, que vous avez ici, qui auraient évolué en plantes aquatiques, poissons, ensuite sur la terre ferme, plantes terrestres, amphibiens, reptiles, oiseaux, petits et gros mammifères. Et les plus gros d'entre eux seraient évidemment les dinosaures, qui seraient apparus entre 200 millions d'années et 65 millions d'années, toujours selon l'évolution. Et l'apparition de l'homme à partir d'un singe entre 3 à 2 millions d'années jusqu'à 40 000 ans. Toutes ces espèces auraient subi des transformations sur leur code génétique. Et on sait très bien aujourd'hui que la plupart des mutations sur le matériel génétique, c'est-à-dire l'ADN, entraînent des conséquences négatives sur l'organisme, comme mon collègue vous a mentionné ce matin. Lorsqu'on parle d'évolution pour déterminer l'âge aussi des fossiles, bien, il y a une science qu'on appelle la paléontologie, qui est la discipline scientifique qui étudie les restes fossiles. Alors, qui étudie les restes fossiles. Ici, excusez-moi. Donc, qui étudie les restes fossiles des êtres vivants du passé et les implications évolutives ressortant de l'étude de ces restes. Alors, on a ici des fossiles. Alors, quand on parle de paléontologie, alors c'est une science au niveau de la biologie qui étudie ça. Maintenant, quand on parle de paléontologie, bien, on ne peut pas passer à côté de fossiles. Alors, c'est quoi exactement un fossile? Alors, ici, vous avez des exemples de plusieurs fossiles. Alors, un fossile, c'est une trace de vie qui a été préservée, souvent dans des roches sédimentaires, qui se sont formées avant la période géologique actuelle. Alors, quand on parle de traces de vie, ça peut être des traces de pas, ça peut être des empreintes de pas, ça peut être des terriers, des organismes entiers, des bouts d'organismes, des coquilles, des troncs d'arbres fossilisés. Bref, toute trace de vie constitue ce qu'on appelle un fossile. Et c'est souvent conservé dans des roches, qu'on dit des roches sédimentaires, parce que c'est des roches où il y a eu des dépôts de sédiments. Ou, lorsqu'il n'y a pas de roche sédimentaire, bien, il y a ce qu'on appelle l'ambre jaune. Donc, par exemple, ici, ça peut être conservé dans une espèce de résine végétale qu'on appelle l'ambre jaune. Donc, on a un organisme entier ici qui a été conservé. Lorsqu'on parle de fossiles, on ne peut pas s'empêcher de parler de stratigraphie, parce que c'est à l'intérieur de couches de strates qu'on retrouve des fossiles. Alors, vous avez ici, donc, une définition de la stratigraphie. Alors, la stratigraphie est une discipline des sciences de la Terre qui étudie la succession des différentes couches géologiques ou strates. Si vous remarquez à gauche, vous avez ici les différentes couches qui sont séparées, qu'on appelle des strates, et selon les évolutionnistes, chaque strate est séparée par des millions d'années. Ça veut dire qu'on va retrouver des fossiles à l'intérieur de couches de roches sédimentaires, qu'on appelle des strates, et ces couches-là sont séparées par des millions d'années que vous avez ici comme exemple. Qu'est-ce qu'une couche stratigraphique ou une strate? Alors, une couche stratigraphique, c'est un ensemble composé ici. Donc, c'est un ensemble composé de dépôts sédimentaires ayant les mêmes caractéristiques, couleurs, taille de particules, nature de la roche, etc. Vous avez ici plusieurs strates, vous voyez, qui sont séparées entre elles et qui sont caractérisées par une couleur spécifique, la taille de particules, la nature de la roche, etc. Donc, on voit très bien la démarcation. Selon les paléontologues évolutionnistes, vous avez deux types de chronologie à l'intérieur de la stratigraphie. On a ce qu'on appelle une chronologie relative et une chronologie absolue. Quelle est la différence entre les deux? Lorsqu'on parle de chronologie relative, c'est une méthode de datation indirecte qui compare l'âge d'une strate une par rapport à l'autre. Exemple,
à l'intérieur de la chronologie relative, on a par exemple différents principes. Comme par exemple le principe de superposition, qui dit qu'une couche qui est placée sur le dessus est plus récente que celle qui est placée en dessous. Et vous avez aussi le principe d'identité paléontologique qui dit que deux couches qui possèdent les mêmes fossiles ont le même âge. Alors ça, c'est une méthode plutôt indirecte pour déterminer l'âge des fossiles ou des strates. Vous avez également la chronologie absolue, qui est une méthode plus directe, donc avec des calculs un peu plus précis, pour déterminer l'âge des fossiles. Donc, on utilise la datation carbone 14, que je vais vous parler abondamment aujourd'hui, la datation au potassium-argon, le rubidium-strontium, il y en a d'autres, mais je vais parler de celles-là surtout, parce que ce sont les plus importantes. Lorsqu'on parle de principe d'identité paléontologique, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Alors, on l'a mentionné rapidement tantôt. Le principe d'identité paléontologique, c'est deux couches qui ont les deux couches ayant les mêmes fossiles sont considérées comme ayant le même âge. Ce principe n'est pas lié au rapport géométrique entre les couches, mais à la paléontologie. Il se base sur l'existence de fossiles stratigraphiques. Si on veut déterminer l'âge d'une strate, on se réfère à l'âge du fossile qu'on retrouve dans la strate. C'est de cette façon-là que les paléontologues évaluent l'âge des fossiles à l'intérieur de couches ou de strates. Si on veut déterminer donc l'âge d'un fossile, on va se référer à l'âge de la strate dans laquelle on va retrouver le fossile. Alors on est dans un raisonnement circulaire. On recueille toutes ces données-là, on met ça dans un catalogue, et si éventuellement on veut connaître l'âge de d'autres fossiles ou d'autres strates, on se réfère à ce catalogue. C'est comme si on cherchait un mot dans un dictionnaire qui nous réfère à un autre mot et qui nous renvoie au mot du départ. On n'est pas plus avancé, on tourne en rond. Pourtant, c'est de cette façon-là que les paléontologues font pour déterminer l'âge de couches ou de strates et l'âge des fossiles à l'intérieur des strates. Alors, vous avez ici donc un fossile stratigraphique, alors qui est caractérisé d'une époque géologique délimitée dans le temps. Donc, en stratigraphie de terrain, il permet de dater aisément là où les couches dans lesquelles il se trouve, avec ce que je vous ai mentionné tantôt. Donc, on va se référer à un catalogue pour déterminer l'âge de la strate et du fossile. Ici, vous avez, bon, alors, c'est apparu là dans la revue Science. On parle de la datation d'un fossile d'hominidés, donc de l'espèce humaine. On dit la découverte d'un fossile de 2,8 millions d'années qui vieillit le genre humain de 400 000 ans. Alors, il s'agit ici d'une mandibule, donc avec 5 dents, qui daterait de 2,8 millions d'années, qui a été trouvée là, en Éthiopie. Donc, une mâchoire. Alors, comment est-ce qu'ils font pour arriver à 2,8 millions d'années? Donc, on va essayer de tout comprendre ça aujourd'hui. Avant de commencer vraiment à parler des méthodes radiométriques, je vous suggère un recul un peu dans le passé. Je suis convaincu que ça vous rappelle de très beaux souvenirs. Le tableau périodique des éléments, c'est sûr que moi je suis là-dedans à longueur de journée avec les élèves. Je suis sûr que ça vous rappelle de très très beaux souvenirs. Quand on parle du tableau périodique des éléments, donc vous avez ici, alors c'est un répertoire organisé de tous les éléments chimiques ordonnés par numéro atomique et organisés en fonction de leur configuration électronique et leurs propriétés chimiques. Alors, aujourd'hui, on va parler du carbone 14. Donc, le carbone 14, le carbone, il est ici. Il ne peut pas être placé ailleurs dans le tableau périodique. Le tableau périodique, vous avez un paquet d'éléments qui se suivent. Vous voyez, vous avez des numéros de 1 à 92 pour les éléments naturels. Donc, ici, donc de l'hydrogène à l'uranium. Et chaque élément a sa case spécifique. Et pourquoi il est placé là? Parce que ça correspond à un nombre de particules qu'il y a à l'intérieur du noyau de chacun des atomes qu'on appelle le nombre de protons. Alors, ça veut dire que, exemple, le carbone, il y a 6 protons. Donc, il faut vraiment comprendre ça pour la suite des choses. C'est pour ça que c'est un mal nécessaire d'expliquer ça un peu. Alors, le carbone a 6 protons dans son noyau, donc il ne peut pas être placé ailleurs.
Alors, par exemple, l'azote, il y a un proton plus et ça change la nature de l'élément. Le nombre de protons fait en sorte que ça détermine la nature de l'atome. Alors, si on prend par exemple le bar, il y a 5 protons, l'hydrogène a 1 proton et l'uranium a 92 protons. Alors, c'est le nombre de protons qui détermine la nature de l'élément. Alors, puisqu'on va parler du carbone 14 aujourd'hui, c'est important de savoir où ça vient aussi le nombre 14, donc on va tout expliquer ça tantôt. Alors, lorsqu'on parle d'un atome, l'atome a longtemps été considéré comme la plus petite particule de matière. En fait, c'est la plus petite particule de matière qui existe à l'état libre dans l'univers. Mais cette particule contient des sous-particules. Mais le tout forme un atome. Et probablement que dans vos cours de chimie, lointains pour certains, on vous a expliqué ça, que les 3 particules de base qu'on retrouve dans chacun des atomes, c'est des protons, des électrons et des neutrons. Alors, les protons et les neutrons se retrouvent dans le noyau de l'atome, qui est très minuscule, qui est à peu près 100 000 fois plus petit que le reste de l'atome. Pour vous donner un exemple, là, si toute la pièce ici représenterait un atome, le noyau, vous mettriez un grain de poussière en plein milieu de la salle, ça représenterait le noyau d'atome. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de place autour pour que les électrons qui se situent à l'extérieur puissent voyager. Donc, il y a beaucoup de vide à l'intérieur des atomes. Alors, donc, il y a autant de protons que d'électrons. Les protons sont de charge positive et les électrons sont de charge négative. Et en général, pour les 20 premiers éléments du tableau périodique, il y a à peu près autant de protons que de neutrons. Les neutrons empêchent les protons ensemble de se repousser. Parce que des charges positives, ça a tendance à se repousser. Alors, c'est pour ça qu'on met des neutrons dans le noyau. C'est pour éviter que les protons se repoussent et faire éclater le noyau. Alors, ça marche comme ça. Alors, quand on parle du carbone, donc le carbone est un des principaux éléments de la matière organique constituant les êtres vivants, comme l'azote, l'oxygène et l'hydrogène. Ce sont les 4 éléments qu'on retrouve dans tous les organismes vivants, dans les tissus, les organes et tout. Donc, c'est la même chose pour les végétaux et les animaux. Alors, le carbone, ça c'est le symbole du carbone, vous avez la représentation qu'on en fait. On retrouve ça par exemple dans du graphite. Le graphite, c'est la mine de crayon. Alors, vous avez, c'est juste des atomes de carbone. Et le diamant aussi. Je pense que si je vous présentais du graphite et du diamant, la plupart se jetteraient sur le diamant. Pourtant, c'est constitué des mêmes atomes de carbone. Pour un scientifique ou un chimiste, c'est du carbone. Mais c'est sûr qu'il y en a un qui vaut plus cher que l'autre. Alors, pourquoi c'est juste du carbone? Parce que pour le diamant, ça a été façonné par une pression, une température extrême dans le fond de la Terre et tout, donc au niveau des roches volcaniques, et ça a donné du diamant. Mais c'est juste la pression et la température qui est différente. Mais c'est constitué des mêmes atomes de carbone et c'est essentiellement composé de carbone. Le charbon, qui est constitué juste de carbone. Les nanotubes, lorsqu'on parle de technologie aujourd'hui, vous savez, on vit dans un monde technologique. Il y a de plus en plus de nanotechnologies et c'est composé de nanotubes de carbone, par exemple. Donc, c'est à l'échelle. Lorsqu'on parle des atomes, là, vous avez un exemple ici des atomes. Ça, c'est une représentation qu'on essaie de le faire avec une photographie, mais c'est plus ou moins évident parce que les atomes, c'est difficile à voir, même au microscope. Les atomes, c'est de l'ordre de 1 milliardième de mètre. Okay? Donc, c'est énorme. Ça veut dire 1 millionième de millimètre. Alors, si vous prenez la distance entre 2 petites lignes sur une règle, ça, c'est 1 millimètre. Si vous séparez cette distance-là, 1 millimètre, en 1 million de parties, vous allez avoir la dimension d'un atome. Donc, c'est 1 millionième de millimètre ou 1 milliardième de mètre. Bon. Lorsqu'on parle du carbone 14 maintenant, parce que le carbone que vous avez vu dans le tableau périodique tantôt, c'est du carbone 12. C'est quoi la différence entre le carbone 12 et le carbone 14? Puisque je vais vous parler des méthodes radiométriques aujourd'hui, c'est important d'avoir une idée. Comment est-ce qu'ils font? C'est quoi le carbone 14 pour commencer pour déterminer l'âge des fossiles? Alors, vous avez ici alors, lorsqu'on parle du carbone 14, vous voyez ici, vous avez le carbone 14, le carbone 13 et le carbone 12. Vous les avez ici. Puisque c'est du carbone, ils vont avoir le même numéro atomique. Donc, on a vu dans le tableau périodique, tantôt, c'était 6.
Donc, ça veut dire qu'ils ont 6 protons puisque c'est du carbone. Alors, un atome qui a 6 protons ne peut pas être autre chose que du carbone. Sauf qu'il y a une différence au niveau de la masse. Donc, carbone 12, 13 et 14. En fait, la différence est représentée par le nombre de neutrons dans leur noyau. Exemple, pour le carbone 12, on a 6 protons, 6 neutrons et 6 électrons. Il va toujours avoir 6 protons et 6 électrons puisque l'atome est neutre. Tous les atomes qu'on a là, autour de nous, c'est neutre. Un atome, c'est toujours neutre. Donc, autant de protons qui sont chargés positivement que d'électrons qui sont chargés négativement. Par contre, dans le noyau des atomes, si vous regardez le carbone 12, mais vous avez 6 neutrons. Et si vous additionnez le nombre de protons et le nombre de neutrons, qui forment essentiellement le noyau de l'atome, bien, ça donne 12. Ça veut dire qu'on a 12 protons et neutrons ensemble, c'est-à-dire 12 nucléons. C'est-à-dire 6 protons plus 6 neutrons. Donc, ça vient de là, l'expression carbone 12. Si vous avez ici le carbone 13, bien, on ajoute un neutron de plus. Donc, on a 6 protons dans le noyau et 7 neutrons. Donc, l'atome est plus lourd. Donc, il y a un neutron de plus. D'où l'expression carbone 13. Et si vous prenez le carbone 14, qu'on va parler aujourd'hui, bien, vous avez 2 neutrons de plus dans son noyau. Donc, 6 protons et 8 neutrons. 6 plus 8 donne 14. D'où l'expression carbone 14. Donc, le carbone 14, vous avez 2 neutrons de plus que le carbone 12 qu'il y a dans le tableau périodique. Mais c'est toujours du carbone. OK? Alors, c'est ce qu'on vous dit. Donc, ça s'appelle des isotopes. Un isotope, c'est des atomes dont les noyaux ont le même nombre de protons. Ça ne change pas la nature de l'atome, puisque c'est toujours du carbone, mais des nombres de neutrons différents. Alors, pour les nommer différemment, on ajoute à leur nom le nombre de nucléons dans leur noyau, donc carbone 12, 13 et 14. Alors, si vous regardez en bas, les 3 isotopes les plus abondants dans la nature, c'est le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14. En fait, il n'y en a pas d'autres. Alors, le carbone 12, vous avez 98% de carbone 12 dans la nature. C'est énorme. Alors, nous, là, le carbone qu'on a dans les tissus, c'est du carbone 12 essentiellement ou à peu près. Mais on a à peu près 1% de carbone 13 et des traces de carbone 14. Vous voyez ici, c'est marqué 10 à la moins 12. C'est des traces. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que pour un atome de carbone 14, vous allez avoir 10 à la 12 atomes de carbone 12. 10 à la 12, là, ça veut dire que c'est 1000 milliards d'atomes de carbone 12 pour un atome de carbone 14. Ou si vous préférez, pour un atome de carbone 12, vous allez avoir 1/1000 de milliardième d'atomes de carbone 14. Donc, ça veut dire qu'il y a très, très peu d'atomes de carbone 14 dans l'air. Pourtant, c'est avec le carbone 14 qu'on va déterminer l'âge des fossiles. OK? Donc, on va voir tantôt. Bon. Lorsqu'on parle du carbone, il y a des réservoirs de carbone dans la nature. Par exemple, vous savez que ici, vous avez les 4 couches qui englobent la Terre. Donc, vous avez, par exemple, l'atmosphère, la biosphère, l'hydrosphère et la lithosphère. La grande partie du carbone terrestre est piégée dans les composés qui participent peu au cycle, donc des roches formes de carbonate et océans profonds qu'on va parler tantôt. Donc, la biosphère, c'est la couche de vie, partout où il y a de la vie. L'atmosphère, c'est la couche d'air. L'hydrosphère, c'est la couche d'eau. Et la lithosphère, c'est la couche de sol où on retrouve du carbone 14 un peu partout, comme le carbone 12 et le carbone 13. Alors ici, vous avez le cycle du carbone, qui est un cycle biogéochimique. Ça veut dire qu'il y a des réactions chimiques un peu dans toutes les couches qu'on vient de voir, le sol, l'eau, l'atmosphère et tout. Et qui correspond à l'ensemble du carbone de la planète. Alors, vous avez ici, par exemple, vous avez probablement vu dans vos cours de sciences avant, alors, les êtres humains, les animaux vont rejeter du gaz carbonique dans l'air lors de l'expiration. On prend l'oxygène. Okay? Dans le gaz carbonique, on a du CO2. Bien, le CO2, à l'intérieur du CO2, il y a du carbone. Et on va retrouver du carbone 14, comme du carbone 13, comme du carbone 12. Okay?
Et lors de la photosynthèse pour les plantes, c'est l'inverse. Ils vont prendre le gaz carbonique rejeté par les animaux et les êtres humains et ils vont produire de l'oxygène. L'oxygène qui est si précieux pour nous afin que nous ayons la vie, okay? Qu'on puisse respirer. Et à ce moment-là, ben, vous avez un cycle continu, donc il y a du carbone 14 dissous dans les océans. Et à ce moment-là, les poissons aussi, les plantes aquatiques vont faire la photosynthèse avec le CO2 et l'oxygène dissous va permettre la respiration des poissons dans les océans et le cycle commence continuellement comme ça. Alors ici, vous avez la composition chimique de l'atmosphère qui comprend pour l'essentiel l'azote à 78 %, donc ici, l'oxygène à 21 % et les gaz rares, comme par exemple l'argon, néon, hélium et tout. Alors, le 1 % qui est l'azote, si vous additionnez 78 % d'azote qu'on a dans l'atmosphère, et nous, on n'utilise pas. L'azote, c'est juste les plantes. Plus le 21 %, ben, ça donne 99 %. Il reste 1 % pour les autres gaz. Et dans les autres gaz, vous avez de l'argon à 93 % du 1 %. Et regardez le dioxyde de carbone. Il y en a 4 %. Et c'est là-dedans qu'on va retrouver le carbone 14. Donc, c'est le 4 % du 1 % qui reste. Donc, très peu de carbone 14 dans l'atmosphère. Lorsqu'on parle du carbone 14, il y a un scientifique du nom de Willard Frank Levy qui a évidemment étudié beaucoup le carbone 14. Alors, le carbone 14, c'est un isotope, on l'a vu tantôt, donc c'est des atomes qui ont le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent, d'où l'expression carbone 14, donc 2 neutrons de plus que le carbone 12. Alors, le carbone 14, donc c'est un isotope radioactif du carbone qui a été découvert presque par hasard par le physicien américain Curie en 1934. Et en 1946, vous avez le personnage ici, Willard Frank Levy, et l'hypothèse d'une production continue de cet isotope dans la nature et jetant les bases théoriques et pratiques de son utilisation pour des datations archéologiques. Alors, c'est pour ça qu'on utilise beaucoup le carbone 14 aujourd'hui pour dater les fossiles. Cette découverte lui valut l'attribution du prix Nobel de chimie en 1960. Alors, lorsqu'on parle du carbone 14, le carbone 14, il est radioactif. Qu'est-ce que ça veut dire radioactif? C'est quoi la radioactivité? Alors, la radioactivité, vous avez une définition ici. Donc, c'est une transformation nucléaire naturelle qui se produit lorsque certains noyaux atomiques instables, comme le carbone 14, se désintègrent spontanément en un ou plusieurs atomes plus stables, tout en émettant des particules et de l'énergie. On va voir tantôt le carbone 14 qui est instable, il se décompose ou se transforme en quel atome? Alors ici, on a pris la radioactivité naturelle de l'uranium 238. C'est avec cet uranium 238 qu'on fait, par exemple, qu'on produit l'électricité dans les centrales nucléaires, surtout en Ontario. Alors vous avez ici la décomposition spontanée de l'uranium 238 en différentes particules. Bon, vous avez des particules alpha composées de 2 protons, 2 neutrons. Vous avez des neutrons, des protons, des particules bêta qui sont des électrons, et des rayons de gamma à haute énergie, et c'est eux qui sont dangereux lors d'un rayonnement radioactif. C'est les plus pénétrants et c'est les plus dangereux. Alors, tout atome radioactif se comporte de la même façon, y compris le carbone 14. Bon, là maintenant, ça va être la partie peut-être la plus rough, mais après, comme je vous dis, là, ça va être important de comprendre comment les paléontologues font pour arriver à déterminer l'âge des fossiles. Alors, je vais parler de, ici, vous avez 5 méthodes de datation. Donc, la datation par le carbone 14, évidemment, c'est la plus répandue. C'est elle que je vais parler en premier. La datation par le potassium-argon, le rubidium, strontium, l'uranium, thorium et la thermoluminescence. Il y en a d'autres, mais les autres sont moins importantes. Les plus communes, les plus importantes, ce sont celles-ci. Et c'est elles que les paléontologues utilisent pour dater les fossiles. Alors, on va commencer. La datation par le carbone 14. On dit ici que le carbone 14 est produit constamment en haute atmosphère, c'est à peu près à 10 000 mètres d'altitude, par l'action du rayonnement cosmique sur l'azote 14. Donc, il y a des molécules d'azote
Et les rayons cosmiques frappent là-dessus. On va en reparler tantôt. Par ailleurs, le carbone 14 se désintègre spontanément en azote 14 et il y a un équilibre entre sa production et sa désintégration. Donc, son taux dans l'atmosphère est relativement constant. Les atomes de carbone 14 produits sont incorporés au dioxyde de carbone, tout comme les atomes de carbone 12 et de carbone 13. Le carbone 14 est donc absorbé par tous les êtres vivants, comme le carbone 12, comme le carbone 13. Lorsque l'être vivant meurt, son carbone 14 n'est plus renouvelé et le système est considéré comme clos. Le carbone 14 qu'il contient au moment de sa mort se désintègre en azote 14, donc qui est un gaz, ça va être volatile, il va quitter le système, et la quantité de carbone 14 dans l'échantillon commence à diminuer. Alors, vous avez ici le principe de la datation carbone 14. Au cours de sa vie, tout organisme vivant assimile du carbone, et notamment une certaine proportion de carbone 14. Après sa mort, la quantité de radiocarbone, ou de carbone 14, qu'il contient, et sa radioactivité décroissent au fil du temps selon une courbe exponentielle. La datation carbone 14, on s'en sert pour calculer l'âge des restes de plantes, d'animaux. Il faut que ça soit de la matière organique. On ne peut pas utiliser le carbone 14 pour déterminer l'âge des roches. Ça prend de la matière organique, donc des plantes, des animaux, okay? Ou des êtres humains. On mesure et on compare la quantité de carbone 14 avec le carbone 12. On compare avec le carbone 12. Tous les organismes contiennent du carbone. Ça inclut le carbone 12, le carbone 13, le carbone 14. La proportion de carbone 12 par rapport au carbone 14 reste constant pendant la vie d'un organisme, parce qu'il y a un renouvellement constant. Le carbone 14 se désintègre pour donner de l'azote 14, et ça, c'est pour une période de 50 000 ans. Au-delà de 50 000 ans, nous ne pouvons plus utiliser la méthode de datation carbone 14. Il faut utiliser une autre méthode radiométrique que je vais vous parler aujourd'hui. Les 4 autres là, que je vais vous parler. Alors, si on veut utiliser la datation carbone 14, bien, après 50 000 ans, là, il ne reste presque plus rien. Donc, ça veut dire qu'il faut que ça reste à l'intérieur de 50 000 ans. Alors, si on a des fossiles de 65 millions d'années, bien, c'est impossible qu'on puisse utiliser du carbone 14. Et ça, là, écoutez attentivement, parce qu'on va revenir avec ça tantôt. Vous allez voir qu'il va y avoir des contradictions avec les résultats des chercheurs. Alors, on détermine l'âge précis d'un fossile en mesurant la quantité de carbone 14 qu'il contient encore ou de tout autre isotope radioactif. C'est ce qu'on appelle la datation absolue que je vous ai parlé tantôt. OK? Alors, dans la nature, on a dit tantôt, il y a 99% carbone 12, du carbone 13, du carbone 14 et très peu, c'est des traces. Alors, ces trois isotopes s'incorporent à la masse des organismes via la chaîne alimentaire. Alors, dans un organisme vivant, le carbone 14 se désintègre spontanément, mais il est renouvelé par l'alimentation. C'est-à-dire, nous, on va manger des légumes, hein, on va manger de la viande et tout, il y a du carbone à l'intérieur. Et les plantes, par photosynthèse, ils vont capter le gaz carbonique et il va y avoir du carbone 14 aussi. Donc, tous les organismes vivants vont incorporer dans leur tissu du carbone 14. Alors, on dit ici que de sorte qu'il y a une certaine quantité de carbone 14 qui se maintient en fonction de la taille de l'organisme. Il y a des instruments que les chercheurs et les scientifiques utilisent aujourd'hui pour déterminer la quantité de carbone 14 qui reste à l'intérieur de l'organisme. Quand la quantité de carbone 14 devient trop petite, qu'on n'est plus capable de l'évaluer, bien, on va utiliser des instruments de mesure sophistiqués, dont des spectromètres de masse que vous avez ici, ou des spectrographes de masse, c'est la même chose. Alors, vous avez ici cet appareil-là. Alors, quand les vestiges à dater sont très anciens, les noyaux de carbone 14 sont devenus si rares que l'observation de leur désintégration devient impraticable. Il faut compter les atomes de carbone 14 eux-mêmes, et on utilise dans un dessin une installation lourde, un spectrographe de masse associé à un petit accélérateur, et vous avez des échantillons ici de quelques milligrammes de carbone 14 qu'on peut y dater et qui permettent de mesurer des abondances isotopiques du carbone ordinaire et de son isotope radioactif. Alors, donc, on a des échantillons datables ici et on utilise pour déterminer la quantité de carbone 14 restant lorsque cette quantité-là est très, très minime. OK. Comment se
représente le carbone 14 dans la haute atmosphère. Alors là, on est à peu près à 10 000 mètres d'altitude, donc à 10 km. Ça part avec les rayons cosmiques du Soleil. Alors, je vais juste lire ici, je vais expliquer après. Alors, si vous regardez qu'est-ce qui est écrit, on dit que la formation du carbone 14 est due aux rayons cosmiques. Les collisions de ces particules avec les noyaux de la haute atmosphère libèrent des neutrons. Ces neutrons interagissent à leur tour avec les noyaux d'azote de l'air, provoquant des réactions nucléaires. Vous avez ici l'azote, qui est représenté par le symbole N, et on obtient du carbone 14 au bout. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Le Soleil, qui est notre étoile à nous, va nous donner des rayons cosmiques. Nous, on est bombardé de rayons cosmiques à tous les instants, à chaque seconde. Si on n'avait pas le champ magnétique terrestre, là, on serait déjà mort, ça ferait longtemps. Alors, c'est le champ magnétique de la Terre qu'on va parler tantôt qui nous préserve des rayons cosmiques. Les rayons cosmiques issus du Soleil contiennent des particules subatomiques, comme des protons. Ces protons vont réagir avec les gaz de l'atmosphère en haute altitude, à 10 000 mètres d'altitude. Et lorsqu'ils réagissent avec ces gaz, ils vont produire des neutrons. Vous avez ici un exemple, là, le N, c'est des neutrons. Ces neutrons-là sont ralentis à leur tour dans l'atmosphère et ils vont rentrer en collision avec d'autres particules de gaz. Et ces particules de gaz, c'est de l'azote. Donc, vous avez ici, donc, l'azote. Alors, les neutrons rentrent en collision avec les molécules d'azote pour produire du carbone 14. Là, je vais vous demander d'écouter attentivement, parce que la suite dépend de tout ça. Ça veut dire que plus il y a de radiation cosmique qui provient du Soleil, plus il y a de carbone 14 produit dans l'atmosphère. Moins il y a de radiation cosmique qui vient du Soleil, moins il y a de carbone 14 produit dans l'atmosphère. Donc, essayez de retenir ça parce que la suite des choses, ça va être important par rapport à ça. Alors, lorsque le carbone 14, qui est un élément radioactif, qui est produit, donc avec le temps, le carbone 14 se transforme en azote 14, qui est un gaz volatile, et s'envole dans l'air ambiant. Donc, ce qui va rester, à ce moment-là, donc, ça veut dire qu'il y a toujours du carbone 14, du carbone 12, par exemple, qui est stable, et le carbone 14 qui va provenir de la désintégration de l'azote 14. Vous avez ici, on parle de la datation carbone 14, donc la désintégration du carbone 14 en azote 14. Quand on détermine l'âge d'un fossile, on va évaluer la quantité de carbone 14 restant dans l'échantillon. Si vous regardez ici, les points noirs représentent la quantité de carbone 14. Les points verts représentent l'azote 14. Donc, lorsque le carbone 14 se désintègre, il se transforme en azote 14. Et le carbone 14 est radioactif. Et ça, c'est à partir de la mort de l'organisme. Parce qu'avant, il y a un renouvellement constant de carbone 14 dans la nourriture ou la photosynthèse, comme je l'ai expliqué tantôt. À la mort de l'organisme, le système est considéré comme clos et la quantité de carbone 14 commence à descendre. Et c'est de cette façon-là que les paléontologues déterminent l'âge des fossiles. En calculant la quantité de carbone 14 restant dans l'échantillon à partir de la mort de l'organisme. Alors, vous avez ici, au temps zéro, donc à la mort de l'organisme, donc évidemment, il y a juste du carbone 14, et on dit ici 5730 ans. C'est quoi le 5730 ans? Ça correspond à la demi-vie du carbone 14. La demi-vie, c'est quoi? J'ai un autre diapositive pour vous montrer. On va l'expliquer tantôt, mais on voit que la quantité de carbone 14 a diminué et on a un peu plus d'azote 14. Et après 11 460 ans, la quantité de carbone 14 est très faible et on a de plus en plus d'azote 14. Donc la quantité de carbone 14 diminue avec le temps. Bon, c'est quoi le temps de demi-vie? Le temps de demi-vie, c'est le temps qui correspond à la désintégration de la moitié des noyaux d'une substance radioactive. Ça veut dire quoi exactement? Dans le cas du carbone 14, les scientifiques ont évalué que cette demi-vie, c'est-à-dire le temps qui correspond à la désintégration de la moitié des atomes de carbone 14, correspond à 5730 ans. Ça veut dire qu'à tous les 5730 ans,
la quantité de carbone 14 diminue de moitié. Donc, si on ajoute un autre 5730 ans, bien, cette quantité-là va diminuer encore de moitié. Donc, c'est une courbe exponentielle. C'est ce que vous voyez sur le schéma. Alors, vous avez ici, donc on dit la période radioactive ou la période d'un isotope radioactif, c'est le temps nécessaire pour que la moitié des noyaux de cet isotope, initialement présent, se désintègrent naturellement. Alors, vous voyez ici, vous avez différents graphiques. Alors, vous avez la quantité de carbone 14 restante, après le temps de demi-vie que vous avez ici. Alors, le temps de demi-vie correspond à 5730 ans. Alors, si on regarde, après une demi-vie, bien, il en reste la moitié de carbone 14. Après deux demi-vies, bien, il en reste juste le quart. Et après trois demi-vies, bien, il en reste un huitième. Donc, on divise par deux à chaque fois. C'est-à-dire, à tous les 5730 ans, la quantité de carbone 14 diminue de moitié. Alors, si on veut déterminer l'âge d'un fossile, bien, on va calculer les âges par rapport à ça. On va calculer la quantité de carbone 14 restant dans l'échantillon, et à ce moment-là, on fait un calcul simple pour déterminer, ah, bien là, ce fossile-là a tant d'années, puisqu'on est rendu à tant de carbone 14. Bon, maintenant, vous allez me dire, ouais, mais comment est-ce que tu peux savoir la quantité de carbone 14 initiale? Bien, ils vont prendre un organisme qui est comparable au fossile étudié, hein, qui a la même proportion, le même gabarit, et ils vont déterminer la quantité de carbone 14 actuellement, combien est-ce qu'il y en a dans les tissus. Et ça peut être biaisé, on va le voir tantôt. Alors, il se fie à ça, il se fie aux données actuelles présentement, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Alors, vous avez ici la courbe de décroissance exponentielle du carbone 14. Alors, vous avez la quantité de carbone 14 restante en fonction du temps. Alors, on observe que le temps de demi-vie du carbone 14 est de 5730 ans. On l'a ici avec le point qui est là. Alors, si on possède un échantillon de 100 grammes de carbone 14, il faudrait 5730 ans pour que la moitié de ces atomes instables se désintègrent. Alors, on part de 100 grammes, on arrive à 50 grammes. Donc, il en reste là alors 50 grammes. Et après une autre période de 5730 ans, donc on arrive ici, OK? Donc, à 11 000 quelques années qu'on a vu tantôt. Alors, la moitié des atomes restants auront disparu. Il n'en restera plus que 25 grammes et ainsi de suite. Donc, vous comprendrez que lorsqu'on arrive à très, très faible, vous voyez ici, donc là, on arrive à peu près à 40 000 ans. Vous vous en souvenez, qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? À partir de 50 000 ans, la quantité de carbone 14 restante est rendue tellement faible qu'on ne peut même plus l'utiliser comme méthode radiométrique pour déterminer l'âge des fossiles. On est obligé d'utiliser une autre méthode radiométrique. Alors, regardez la courbe, là, vous voyez très bien que là, on arrive à 40 000 ans, là, puis c'est pas loin du zéro. Lorsqu'on calcule la vitesse de désintégration du carbone 14, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous avez ici, tout atome radioactif se désintègre selon une période de temps donnée. La vitesse de désintégration, elle reste toujours la même. Sauf que le nombre de désintégrations par minute et par gramme de carbone est différent. Au départ, vous avez un organisme entier. À la mort de l'organisme, supposons que vous avez 13,6 ici, désintégrations par minute par gramme de carbone. Donc, pour 1 gramme de carbone par minute, vous avez 13,6 désintégrations. Sauf que, après 5730 ans, bien, la quantité de désintégration elle va être moindre, parce qu'il va en rester moins. Mais la vitesse de désintégration, elle reste toujours la même. C'est seulement qu'il y a moins de désintégration par gramme de carbone par minute. Bon. Mes collègues n'aiment pas beaucoup cette formule, je vais passer très, très rapidement. Vous avez ici comment est-ce que les scientifiques font pour utiliser, pour calculer avec une formule la quantité de carbone 14 restant. Donc, la demi-vie correspond au temps nécessaire pour la désintégration de la moitié des noyaux d'un échantillon de matière radioactive, comme j'ai expliqué tantôt. Alors ici, vous avez la formule ici simplifiée de celle qui est en haut. En fait, c'est simplifié, OK? En fait, la formule, elle représente quoi? Vous vous en souvenez tantôt quand on a parlé de la concentration initiale de carbone 14? C'est de l'ordre à peu près de 10 à la moins 14. Hein, il n'y en a pas beaucoup, là. On avait dit que c'était des traces. Alors, le CO représente la quantité de carbone 14 qui reste à la mort de l'organisme, c'est-à-dire la quantité de carbone 14 qu'on a à la mort de l'organisme. À partir de là, la quantité de carbone 14 diminue, parce qu'il n'y a plus de renouvellement. Alors, comment est-ce qu'on fait pour déterminer le temps de demi-vie?
Alors, le temps de demi-vie, on prend la quantité de carbone 14 à la mort de l'organisme sur la quantité de carbone 14 restant à un temps donné. Ce rapport-là, on le divise par la constante de désintégration du carbone 14 et ça donne le temps de demi-vie. Exemple, pour un temps une demi-vie, le rapport est 2 fois plus grand puisque la quantité de carbone 14 restante est 2 fois moins grande que celle à la mort de l'organisme. Donc, c'est pour ça qu'on a un rapport de 2 ici. Et on arrive à 5730 ans. Après 2 demi-vies, donc, ce rapport-là est 4 fois plus grand, puisque la quantité de carbone 14 restante est 4 fois moins grande que la quantité de carbone 14 initiale à la mort de l'organisme. Et après 3 demi-vies, le rapport est 8 fois plus grand, puisque la quantité de carbone 14 restante est 8 fois moins grande que la quantité de carbone 14 initiale à la mort de l'organisme. Alors, c'est ce calcul-là qu'ils font pour déterminer le temps de demi-vie, et c'est pour ça qu'on arrive à 5730 ans pour le carbone 14. Si on prend un autre élément radioactif, les temps de demi-vie vont changer. Pourquoi? Parce que les constantes de désintégration n'est pas la même. OK. On a une autre méthode pour déterminer l'âge de la matière organique, autre que le carbone 14. Ça s'appelle la dendrochronologie, mais ça concerne l'étude des arbres seulement. Probablement que vous savez comment on calcule l'âge d'un arbre. Vous savez que vous avez ici, donc, je vais juste regarder ce que vous avez ici pour la définition. Alors, la dendrochronologie, c'est l'étude de la croissance des arbres au cours du temps. Cette technique consiste à analyser les scènes de croissance annuelle des arbres pour reconstruire les chronologies et les variations météorologiques et climatiques du passé. On calcule l'âge d'un arbre en calculant le nombre d'anneaux concentriques ou le nombre de cernes présents sur le tronc de l'arbre. Ça veut dire que chaque anneau ou chaque cerne correspond à 1 an de croissance. Les scientifiques ont établi qu'il y a seulement au niveau du dernier cerne qu'il y a des échanges de carbone 14 avec l'atmosphère. Tous les autres cernes précédents, il n'y a plus d'échange de carbone 14 avec l'atmosphère. Donc, on considère le système clos. Vous avez ici, donc, on dit que grâce à cette technique, on peut établir l'âge de datation de carbone 14 jusqu'à 11 400 ans en arrière à peu près. En fait, les scientifiques ont remarqué qu'il y avait une différence de datation au niveau du carbone 14, donc ils se sont aperçus en fait que la quantité de carbone 14 dans chacune des cernes, la quantité de carbone 14 initiale dans chacune des cernes était différente. Donc, la quantité de carbone 14 n'est pas constante dans le temps. Alors, il faut utiliser une courbe de calibration ou une courbe de calibrage pour arriver avec la méthode de datation carbone 14. Alors, vous avez ici la courbe de calibration. Donc, l'âge du carbone 14 conventionnel d'un échantillon de matière organique, c'est exprimé en années before. BP, ça veut dire quoi? Ça veut dire en années before, c'est-à-dire les années avant 1950. Pourquoi ils ont choisi avant 1950? Parce qu'il y a eu beaucoup d'essais nucléaires dans les années 50 et 60 et ça a produit beaucoup de carbone 14 radioactif. Pour ne pas fausser les résultats, ils ont décidé de partir avant 1950. Parce que sinon, le quantité de carbone 14 montait en flèche. C'est pour ça l'expression BP, before present, donc avant 1950. Donc, on dit ici que la période de désintégration du carbone 14 a été mesurée vers 1950 par Lévy, qu'on a vu tantôt, à 5568 ans. Or, depuis, des expériences plus précises ont été réalisées et donnent une période de 5730 ans que je vous ai parlé tantôt. Donc, c'est pour ça qu'on utilise 5730 ans. Alors, la date de référence à partir de laquelle est mesuré le temps écoulé depuis la mort de l'organisme a été fixée à 1950 par Lévy, c'est-à-dire before present, avant les essais nucléaires en quantité industrielle sur la planète. Alors, si vous remarquez, donc, vous voyez ici, c'est la courbe pour calibrer avec la méthode de datation de carbone 14. Donc, ça prend une courbe de calibration pour arriver avec la méthode de datation de carbone 14. OK? Bon, les méthodes radiométriques, je vais essayer de passer un petit peu plus vite pour ça ici, mais c'est important que quand même je l'explique pour la suite des choses. Alors, on dit ici que la datation radiométrique utilise certains éléments chimiques qui ont la propriété de se désintégrer radioactivement.
en calculant le temps d'une certaine portion d'un élément contenu dans un minéral, à se désintégrer, on obtient l'âge de formation de ce minéral. Là, maintenant, on va aller au-delà de 50 000 ans. Donc, après 50 000 ans, on ne peut plus utiliser la méthode de datation carbone 14. Si on veut déterminer l'âge d'un fossile, il va falloir se référer à l'âge de la roche dans laquelle on va retrouver des fossiles. OK? Donc là, ça va être les méthodes que je vais vous parler tantôt. Si vous remarquez, vous avez ici des temps de millie différents. Vous voyez, le carbone 14, c'est 5730 ans. Mais si vous prenez, par exemple, le potassium, le rubidium et l'uranium, regardez le temps de millie, c'est des milliards d'années. Ça veut dire qu'après 4,5 milliards d'années, la quantité va diminuer de moitié. Alors, le carbone 14, c'est beaucoup plus récent. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on excède la valeur de 50 000 ans, au-delà de 50 000 ans, il faut utiliser une autre méthode radiométrique. Alors ici, vous avez des isotopes radiogéniques. Qu'est-ce que ça veut dire, des isotopes radiogéniques? C'est des isotopes qui sont issus de la désintégration de substances radioactives, mais qui ne sont pas radioactives. D'où l'expression isotope radiogénique. On va parler de ces éléments-là et soyez attentifs, je vais vous parler des éléments pairs et fils. Donc, on dit ici, c'est toujours par paire. Donc, vous avez des principales paires de substances radioactives, donc d'éléments à vie longue, des isotopes radiogéniques pairs et fils, qui sont utilisés en géochronologie comme traceurs pour les phénomènes géologiques anciens. Alors, on dit la demi-vie, la valeur de la constante de désintégration associées sont reportées pour chacun d'eux. Alors, vous voyez ici, donc là, je vais vous parler pour le potassium, le rubidium, l'uranium, donc qui ont un temps de demi-vie en milliards d'années. Et vous avez toujours des éléments fils et des éléments pairs. C'est quoi la différence? Les éléments pairs, c'est eux qui se désintègrent pour obtenir des éléments fils. C'est juste ça que ça veut dire. Donc, ça veut dire l'élément qui se désintègre, on l'appelle l'élément pair. Celui qui est issu de la désintégration de cet élément-là, on l'appelle l'élément fils. Et l'élément fils, ça ne veut pas dire qu'il est radioactif. D'où l'expression radiogénique. Donc, s'il est radiogénique, ça veut dire qu'il va devenir un isotope, mais il n'est pas radioactif. Alors, vous avez ici le taux de désintégration radioactive des éléments pairs. Okay? Alors, le taux de désintégration est très rapide au début et décroît par la suite. Alors, on voit que progressivement, les quantités d'éléments parents diminuent à chaque demi-vie. Alors ici, vous avez, donc, encore une fois, les éléments radioactifs. On dit ici, tout système, être vivant, fossile ou roche, contient lors de sa formation des éléments radioactifs qui se désintégreront au cours du temps, c'est-à-dire qui se transformeront en d'autres éléments avec émission de rayonnement. Alors, les méthodes de datation absolue reposent donc sur la décroissance radioactive d'isotopes de certains éléments chimiques. Alors, on voit que lorsque les éléments pairs se désintègrent, c'est l'élément qui est au départ, bien, à ce moment-là, les éléments fils, eux, ils montent. Donc, quand il y en a un qui descend, l'autre monte, forcément. Donc, il y a une transformation d'éléments pairs en éléments fils. Bon. Alors là, je vais vous parler de la première méthode. Ça achève, la première partie, là, mais comme je vous dis, là, c'est important pour la suite des choses. La première méthode radiométrique pour déterminer l'âge d'une roche dans laquelle on va retrouver des fossiles. Là, on n'est plus dans le carbone 14, parce que là, on dépasse 50 000 ans. Alors, vous avez ici, donc, la méthode au potassium-argon. Donc, la méthode au potassium-argon. Donc, on dit que cette méthode est utilisée pour dater les roches volcaniques, cendres, coulées de lave, dont les minéraux sont riches en potassium. C'est le symbole du potassium. Alors, une lave en fusion contient du potassium, il se désintègre en argon. Donc, on dit l'argon 40, c'est l'isotope. N'oubliez pas, hein? L'isotope, c'est le nombre de protons et de neutrons qu'il y a dans le noyau. Et en calcium 40 dans 90% des cas. Tant que la lave n'est pas cristallisée, l'argon 40, qui est un gaz, s'échappe dans l'atmosphère. Quand la cristallisation est achevée, l'argon 40, issu de la désintégration du potassium 40, ne peut plus s'échapper dans l'atmosphère. Le système est alors clos. Le chronomètre isotopique est mis à zéro et peut commencer car l'argon 40 s'accumule dans la roche. Autrement dit, si on veut déterminer l'âge de la roche dans laquelle on retrouve des fossiles, on détermine la quantité d'argon présent dans l'échantillon. Ça, c'est au moment de la cristallisation, parce qu'avant, le gaz va s'échapper.
Aussitôt qu'il y a la cristallisation, l'argon reste poigné dans la roche. En bon français, en bon québécois. Donc, si on veut déterminer l'âge de la roche dans laquelle on trouve les fossiles, on détermine la quantité d'argon présent dans l'échantillon. Plus il y a d'argon 40 présent dans la roche, plus l'âge de la roche est vieille. Moins il y en a, plus l'âge de la roche est jeune. Contrairement au carbone 14. On avait dit tantôt que plus il y a de carbone 14 dans l'échantillon, plus l'âge est récent. Moins il y en a, plus l'âge du fossile ou de la matière organique va être vieille. Alors que pour l'argon, ça va être le contraire. Donc s'il y a moins d'argon, ça veut dire que l'âge fossile est plus récent. S'il y en a beaucoup, l'âge fossile est plus âgé. Et c'est de cette façon-là que les paléontologues font pour déterminer l'âge des fossiles avec la méthode de potassium-argon. Donc, vous avez ici le couple de potassium-argon. Alors, la datation par le potassium-argon est une méthode de datation radiométrique qui permet de déterminer l'âge d'un échantillon de roche par la mesure des concentrations relatives des couples potassium 40, argon 40. Alors, vous voyez que lorsque le potassium décroît, puisque le potassium va se transformer en argon, la quantité d'argon va augmenter. Donc, c'est le couple père-fils, on a parlé tantôt. Les éléments pairs ici, ça va être le potassium, et les éléments fils, l'argon. Une autre méthode qu'on utilise pour déterminer l'âge de la roche dans laquelle on retrouve des fossiles, c'est la méthode rubidium-strontium. Donc, c'est des isotopes aussi, des éléments dans le tableau périodique. Alors, si on regarde ici, vous avez, donc on dit que cette méthode est utilisée pour dater des roches métamorphiques, donc des roches formées dans les profondeurs de la Terre, et magmatiques, donc au niveau du magma. Donc, on dit riche en mica et en feldspath. Lors de la cristallisation d'une roche, certains minéraux emprisonnent du rubidium 87 à la place du potassium, et d'autres du strontium 87 et du strontium 86 non radiogénique à la place du calcium. Et on dit que le rubidium 87 se désintègre en strontium 87. Bon. La difficulté de cette méthode, OK? Les paléontologues sont bien conscients. Regardez ici. Cette méthode de datation est plus complexe que les précédentes, car les quantités initiales d'atomes pairs et fils sont inconnues. Alors, comment voulez-vous déterminer l'âge d'une roche dans laquelle on retrouve les fossiles si on ne connaît pas au départ les quantités? Alors, il n'y a aucun moyen de déterminer la quantité de rubidium et de strontium au départ. Pour cela, il faut faire des mesures dans plusieurs échantillons, plusieurs roches, issues du même magma ou plusieurs minéraux d'une même roche. Il faut comparer ces mesures à un isotope référent, ici le strontium 86, qui est non radiogénique. OK? Bon. Alors, dans le cas du rubidium-strontium, alors lorsque la quantité de rubidium diminue, c'est l'élément pair, bien, la quantité de strontium 87 augmente. Et on dit que l'isotope strontium 87, qui est un élément fils, c'est produit par la désintégration radioactive du rubidium 87, qui est l'élément pair. Bon, on dit que la demi-vie ici, c'est des milliards d'années. Alors, pour le rubidium-strontium, le rapport initial rubidium 87 et strontium 87 n'est pas le même pour tous les minéraux d'une roche magmatique. Donc, ça dépend de la composition. Alors, cependant, la cristallisation utilise indifféremment les isotopes d'un même élément et le rapport initial est donc identique dans tous les minéraux de la roche à celui du magma d'origine. Bon, alors ici, vous avez le graphique. Donc, si le système reste clos, au bout d'un temps, chaque échantillon verra son rapport rubidium 87, strontium 86 diminué, et son rapport strontium 87, strontium 86 augmenté. Et au fur et à mesure que le temps s'écoule, le rubidium 87 se désintègre en strontium 87 dans les zones de 1 point. En fait, si je résume tout ça, si on veut déterminer l'âge de la roche dans laquelle on retrouve les fossiles, on va déterminer la quantité de strontium 87 présent dans l'échantillon. Plus il y a de strontium 87 présent dans la roche, plus l'âge de la roche est vieille. Moins il y en a, plus l'âge de la roche est jeune. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas la quantité de rubidium qu'on avait au départ et la quantité de strontium. Fait qu'on improvise. Alors que le potassium-argon, je vous ai expliqué tantôt, ça on le sait. Parce que, à partir l'argon, c'est un gaz volatile lorsqu'il n'est pas cristallisé. Au moment de la cristallisation, là, on peut déterminer la quantité d'argon, mais pas ici. On ne connaît pas la quantité de rubidium au départ et on ne connaît pas la quantité de strontium au départ.
Mais on sait que le rubidium se transforme en strontium. Mais on ne connaît pas combien ce qu'il y en avait au départ. Mais on utilise quand même ces méthodes-là pour déterminer l'âge des fossiles. Alors, vous voyez qu'il y a comme... c'est biaisé un peu. Alors, une des dernières méthodes que je vais vous parler, c'est l'uranium-thorium. Donc, toujours des éléments dans le tableau périodique. Alors, on dit ici que l'uranium-238, qu'on s'en sert pour les centrales nucléaires, pour faire l'électricité, est à l'origine d'une succession de désintégrations radioactives qui aboutissent finalement au plomb que vous avez ici. Et on dit que l'uranium-234 se désintègre en thorium-230, c'est lui qui nous intéresse ici, et à son tour qui va se désintégrer en radium et en plomb. Alors, cette méthode-là, l'uranium et le thorium sont présents en proportions diverses dans tous les matériaux terrestres. Mais lors de la formation des cristaux de carbonate de calcium, qu'on appelle les calcites, il y a capture de l'uranium-234 et rejet du thorium. On suppose qu'au moment de la cristallisation des cristaux de calcite, c'est-à-dire au moment de la cristallisation, les cristaux de calcite ne contiennent pas de thorium et qu'il n'y a pas d'échange ultérieur avec le milieu extérieur. Donc, on considère le système clos. À ce moment-là, au moment de la cristallisation de la roche, bien, il n'y a pas de thorium produit. Mais lors de la cristallisation, après, il va y avoir une quantité de thorium qui va s'accumuler. Alors, ça donne ce genre de graphique-là. Donc, vous avez ici la quantité de thorium qui augmente graduellement jusqu'à temps d'avoir un certain équilibre. Pourquoi? L'accumulation dans un corail. Un corail, c'est constitué de calcite, donc il y a beaucoup de thorium qu'on peut retrouver radioactif à l'intérieur. Donc, l'accumulation dans un corail de thorium radioactif résulte des désintégrations de l'uranium-234, qui est lui-même en équilibre radioactif avec son noyau ancêtre, qui est l'uranium-238 que je vous ai parlé à la page précédente. Les activités de ces deux noyaux sont constantes et égales à l'échelle du temps considéré. Et alimentées par une source constante, le thorium-230 augmente jusqu'à ce que le nombre de noyaux qui se désintègrent équilibre le nombre de noyaux qui se forment. C'est ce que vous avez ici. Alors, il faut environ 400 000 ans pour atteindre l'équilibre. Tant que l'équilibre n'est pas atteint, la mesure du rapport des activités du thorium-230 et des uraniums fournissent l'âge du corail. Autrement dit, si je résume ici, si on veut déterminer l'âge de la roche dans laquelle on retrouve des fossiles, on va déterminer la quantité de thorium présent dans l'échantillon, le thorium-230. Plus il y a de thorium présent dans l'échantillon, plus l'âge du fossile est vieux. Moins il y en a, plus l'âge du fossile est récent. Mais jusqu'à temps d'avoir un certain équilibre. Parce que, à un moment donné, la quantité de thorium ne montera pas sans cesse. Il va y avoir un équilibre avec la quantité d'uranium qui fournissent du thorium. Donc, il va y avoir une réaction réversible à un moment donné. Et lorsque l'équilibre est atteint, bien là, à ce moment-là, on ne peut plus déterminer l'âge des fossiles. Tant que le thorium monte, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il va y avoir un équilibre, il ne montera plus. Là, on ne peut plus déterminer l'âge des fossiles. Alors, ces méthodes-là, ce sont les méthodes, je sais que c'est rough, là. Je l'avais dit, je l'avais prévenu pour cette partie-là, mais c'est de cette façon que je vous parle concernant les méthodes radiométriques pour déterminer l'âge des fossiles. Bon, alors, si on résume tout ça, vous avez ici, donc si on résume tout ça, au niveau de la chronologie radiométrique, les 4 méthodes qu'on vient de voir. Donc, datation carbone 14, potassium argon, rubidium strontium, il y en a 5 en fait, uranium thorium et la thermoluminescence. Alors, on dit que pour utiliser la radiochronologie, donc des substances radioactives pour déterminer l'âge des fossiles, il faut que l'échantillon n'ait pas fait d'échange avec l'extérieur. Et ça, ce n'est pas garanti. L'élément fils doit rester dans la roche et il ne doit pas y avoir d'apport extérieur. L'élément père résiduel ne doit pas quitter la roche et il ne faut pas d'apport extérieur de l'élément père. On dit alors que le système est clos ou fermé. La fermeture du système identifie le démarrage du phénomène naturel. Exemple, l'âge de cristallisation d'une roche à partir d'un magma ou la mort de l'être vivant du fossile pour le carbone 14. On ne peut pas dater les roches sédimentaires car pour ces roches, il y a toujours des échanges avec le milieu extérieur. C'est pour ça qu'on utilise des roches magmatiques
ou des roches volcaniques ou des roches métamorphiques. OK. Maintenant, je vais me concentrer sur le carbone 14. Je vais vous parler des facteurs qui influencent la quantité de carbone 14. Et vous savez que ça peut être biaisé. Pourquoi? Parce que les scientifiques, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est les choses que je vais vous parler présentement. Ils considèrent que le carbone 14 n'a presque pas changé depuis aujourd'hui dans l'atmosphère. Alors que ce n'est pas le cas. Vous avez plein de facteurs qui influencent la quantité de carbone 14 et qui posent la datation des fossiles. Je vais vous parler de ces facteurs-là. Un premier facteur, donc vous avez ici les combustibles fossiles, les réservoirs marins, l'activité solaire, le champ magnétique terrestre et les essais nucléaires. Et après avoir vu tout ça, vous allez avoir une bonne base pour voir toutes les images que je vais vous montrer tantôt, puis il y en a que vous allez trouver, j'imagine, assez drôles. Alors, on va commencer avec les combustibles fossiles. Alors ça, c'est tous les facteurs qui peuvent influencer la quantité de carbone 14, que les scientifiques, des fois, ne vous disent pas. Un premier facteur qui peut influencer la quantité de carbone 14. On va regarder ce qui est écrit ici. On dit, bon, on parle du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, donc des combustibles fossiles. Le gaz carbonique qui provient des combustibles fossiles. Alors, le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre, comme vous savez. Certaines activités humaines, comme la production d'énergie à partir des énergies fossiles, l'industrie ou encore des transports, émettent du CO2, le dioxyde de carbone, qui contribue ainsi au réchauffement climatique. C'est ce qu'on voit présentement à la surface de notre belle planète. Le dioxyde de carbone, également appelé le gaz carbonique, est un gaz présent à 0,03% dans l'atmosphère. Donc très peu, il y a encore moins de carbone 14. Les émissions de dioxyde de carbone peuvent être d'origine naturelle, comme les volcans par exemple. Elles proviennent du sous-sol, des incendies de forêt, des éruptions volcaniques ou encore de la respiration animale et végétale. Vous avez ici la courbe qui permet, donc ça c'est la quantité de carbone 14 au fil des ans. On est à partir de 1850 jusqu'à 2010. Alors vous voyez là, selon la courbe, la quantité de carbone 14 a monté en flèche. Et ça, ce n'est pas juste dû aux causes naturelles, comme les éruptions volcaniques et les incendies de forêt. Nous, on contribue beaucoup avec les usines à polluer et à rejeter une dose massive de gaz carbonique dans l'atmosphère. Alors, c'est pour ça que le graphique augmente en plus. Bon. Les scientifiques ont remarqué que les végétaux qui poussent sur le bord des autoroutes absorbe beaucoup de gaz carbonique provenant des combustibles fossiles des automobiles. Or, le combustible fossile, c'est-à-dire le gaz carbonique qui provient des combustibles fossiles des automobiles, contient très peu de carbone 14. Donc, ça fait vieillir l'âge de ces végétaux d'environ 10 000 ans par rapport à leur âge réel, puisqu'ils contiennent moins de carbone 14 que les végétaux environnants. Donc, ça pose l'adaptation de ces organismes. Alors déjà, on a des choses de biaisées ici. Ils n'ont pas la même quantité de carbone 14 que les végétaux environnants, puisqu'ils absorbent beaucoup de gaz carbonique provenant des combustibles fossiles des automobiles, ceux qui poussent sur le bord des autoroutes. Donc, c'est un premier facteur qui influence la quantité de carbone 14 dans ces organismes-là. Lorsqu'on parle, ici on parle d'un puits de carbone. Donc, un puits de carbone est un réservoir artificiel et naturel absorbant le gaz carbonique présent dans l'atmosphère. Alors, les puits de carbone limitent le réchauffement de la planète. Sont construits principalement par les forêts, les océans, les sols et les tourbières. Un deuxième facteur qui peut influencer la quantité de carbone 14, c'est les réservoirs marins. On va tout expliquer ça. Alors, regardez ici ce qu'on dit. On dit ici que le carbone 14 est constamment renouvelé dans l'atmosphère. Théoriquement, la concentration de radiocarbone dans l'atmosphère est la même que celle dans les océans et la biosphère. Théoriquement. En pratique, ce n'est pas ça. L'effet réservoir marin tend à déséquilibrer le contenu en radiocarbone des organismes terrestres et marins. Alors, vous savez qu'est-ce qui se passe ici là, dans les océans à partir de l'atmosphère. Vous voyez le taux de gaz carbonique atmosphérique. Il y a des échanges constants entre le gaz carbonique atmosphérique et, c'est-à-dire, il y a des échanges constants de gaz carbonique entre l'atmosphère et les océans. De telle sorte que le gaz carbonique dissous dans l'eau va s'associer à des composés qu'on appelle l'hydroxyde de calcium pour former des composés de calcite
Donc, pour la production de squelettes des planctons. Alors, ça veut dire que une fois le gaz carbonique dissous dans l'eau, ça va se mélanger à l'hydroxyde de calcium pour former des carbonates que le plancton va utiliser pour faire leur squelette. Les algues que vous avez dans l'eau, les plantes aquatiques, vont utiliser par photosynthèse le CO2 dissous pour faire leur matière organique. Et quand cette matière organique meurt, elle se dépose dans le fond des océans, elle se sédimente et il y a une séquestration du carbone. Alors, les scientifiques ont remarqué que les échanges de gaz carbonique entre l'atmosphère et les océans se font au ralenti. De telle sorte que les océans, les organismes marins qui sont dans les océans, vont capter moins de gaz carbonique dissous et par le fait même, il va y avoir moins de carbone 14 dans leur organisme. Donc, ça veut dire que l'âge des organismes marins va être altéré par rapport aux organismes terrestres, puisqu'ils vont contenir moins de carbone 14 que ceux-ci. Donc, ça pose l'adaptation des organismes marins par rapport aux organismes terrestres. Alors ça, c'est des facteurs importants qu'il faut tenir compte lorsqu'on détermine l'âge des fossiles. Bon, ici, vous avez un facteur très important, qui est l'activité solaire. Vous en souvenez tantôt ce que je vous avais demandé de retenir pour les radiations cosmiques? On va revenir, étant donné que je suis des formations professionnelles avec mes élèves, je reviens souvent en arrière. Alors, on a dit tantôt que lorsqu'il y a beaucoup de radiations cosmiques provenant du Soleil, ces radiations cosmiques vont produire plus de carbone 14 dans l'atmosphère. Donc, moins de rayons cosmiques, moins de carbone 14. Plus de rayons cosmiques, plus de carbone 14. Alors, qu'est-ce qui se passe lors de l'activité solaire? On dit que l'activité solaire concerne tous les types de variations du rendement énergétique du Soleil, se traduisant par des fluctuations des ondes solaires arrivant sur Terre. Alors, ce terme englobe les taches solaires que vous avez ici, les éruptions solaires et les événements des particules solaires. Alors, ici, vous avez l'activité solaire de concentration en 1700 et 2010. Donc, les résultats qui ont été recensés. Là, il faut faire attention. Si vous regardez le graphique, là, le graphique, il monte de haut en bas. Autrement dit, plus on a la valeur en haut, plus ça descend. Alors, regardez comment vous égraduez ici le graphique à la verticale. Alors que ici, de l'autre côté, bien, ça monte de bas en haut, il n'y a pas de problème. Mais ici, là, la valeur qui est en haut est plus basse que la valeur qui est en dessous. Et là, c'est le contraire. Ça veut dire que en bleu, vous avez la concentration en carbone 14 dans l'atmosphère. Ça, c'est les résultats des scientifiques. Okay? Évolutionnistes aussi. Autant évolutionnistes que créationnistes, peu importe, c'est les résultats. Alors, donc, les deux s'entendent. Alors, en bleu, vous avez la concentration en carbone 14 dans l'atmosphère. Et ici, vous avez le nombre de taches solaires qui correspond à l'activité solaire, c'est-à-dire la quantité de rayons cosmiques. Si vous remarquez sur le graphique, plus vous avez de rayons cosmiques, c'est-à-dire, regardez les pics en brun. Alors, plus le nombre de radiations cosmiques augmente à la surface du Soleil, moins il y a de carbone 14. Vous voyez là, le graphique, là, il faut l'interpréter. On descend de bas en haut. Et non pas, on ne monte pas là, de bas en haut. Alors faites attention, donc les valeurs qui sont ici, on descend. Ça veut dire que si vous avez la concentration de carbone 14 qui est ici, qui est plus haut, ça veut dire que la valeur de carbone 14 est plus faible. Donc ça veut dire que quand il y a plus de radiation cosmique, il y a moins de carbone 14. Comment ça se fait? Parce que je vous avais dit tantôt que plus il y a de radiation cosmique, plus il devrait y avoir de carbone 14. Ce qui arrive, c'est que lorsqu'on parle de radiation solaire, si on a une activité intense à la surface du Soleil, donc plus de radiation cosmique, les vents solaires vont être aussi plus intenses. Et les vents solaires, étant plus intenses, ils vont balayer davantage les radiations cosmiques dans l'espace. De telle sorte qu'il va y avoir moins de radiations cosmiques qui vont atteindre la Terre. Donc, moins de carbone 14 produits. C'est à cause de ça. Donc, ça veut dire que si on veut déterminer l'âge des fossiles, à l'époque où l'activité solaire était intense, ça veut dire que la matière organique absorbait moins de carbone 14 dans leur organisme. Et ça fait vieillir l'âge des fossiles encore plus, puisque l'écart de concentration en carbone 14 entre
l'époque où il y avait une activité solaire intense, et aujourd'hui, ben, à ce moment-là, donc cet écart-là est beaucoup plus grand. Donc, si l'écart est plus grand, ben, on va déterminer l'âge des fossiles encore plus vieux. Donc, ça fait vieillir l'âge des fossiles. Et c'est ça que les scientifiques ne vous disent pas. Certains. Si vous regardez ici, donc vous avez un exemple ici de taches solaires. Donc, les taches ont des ondes sombres apparaissant sur la photosphère du Soleil. Elles paraissent sombres car elles sont moins chaudes, donc moins lumineuses que les régions environnantes. La température au centre d'une tache est de l'ordre à peu près de 3700 Kelvin, ça c'est à peu près 3700 degrés. Ça, ici, une tache solaire, c'est la dimension à peu près de la planète Terre, de notre planète Terre. Alors ici, vous avez un cycle solaire, donc qui est une période pendant laquelle l'activité du Soleil varie en reproduisant les mêmes phénomènes que pendant la vie de la même durée précédente. Donc on voit ici, c'est le même graphique, là, on ne l'a pas indiqué ici, mais la valeur en bleu est plus élevée, c'est-à-dire est plus basse en haut et plus élevée en bas. Alors qu'en brun ici, ben, ça monte de bas en haut pour l'activité solaire. Donc on s'aperçoit encore une fois que quand l'activité solaire est élevée, vous voyez les pics ici en brun, ben, la quantité de carbone 14 va diminuer. Bon. Un autre facteur qui influence la quantité de carbone 14 dans l'atmosphère, c'est le champ magnétique terrestre. Alors, c'est quoi le champ magnétique de la Terre? Donc, vous avez ici une petite définition. Alors, le champ magnétique terrestre est un champ magnétique qui recouvre la Terre du fait du noyau de métaux en fusion de la planète. C'est constitué de fer, surtout, de nickel, de cobalt, qui sont les substances magnétiques, et il protège les effets nocifs des vents solaires et participe à l'existence de la vie sur Terre. Ça, c'est le but du champ magnétique terrestre. Selon l'Institut national des sciences de l'univers, l'intensité du champ magnétique terrestre actuel diminue en moyenne de 5 par siècle. C'est-à-dire, à tous les 100 ans, ça diminue à peu près de 5 Or, cette diminution s'est accélérée brusquement depuis 1840, au point qu'à ce rythme, le dipôle magnétique devrait s'annuler dans 1700 ans. Alors, vous voyez ici le champ magnétique de la Terre qui nous protège des radiations cosmiques du Soleil. Et si vous regardez, à partir de 1800 jusqu'à 2000 aujourd'hui, l'intensité ici du champ magnétique de la Terre a diminué énormément. Donc, si on veut déterminer l'âge des fossiles avec le champ magnétique terrestre, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, ça veut dire que plus le champ magnétique, si on veut déterminer par exemple l'âge des fossiles à l'époque où le champ magnétique de la Terre était intense, mettons là, dans les années 1800, ça veut dire que la matière organique absorbait moins de carbone 14, donc à l'intérieur de leur organisme, et ça fait vieillir l'âge des fossiles encore plus, parce que l'écart de concentration en carbone 14 augmente entre l'époque de 1800 et l'époque actuelle. Donc, cet écart-là augmente, donc ça fait vieillir l'âge des fossiles. Par contre, aujourd'hui, le champ magnétique de la Terre est moins intense. Il y a plus de radiation cosmique qui traverse l'atmosphère, donc plus de carbone 14 produit. Alors, si on veut déterminer l'âge des fossiles à notre époque, ça veut dire que la matière organique absorbe plus de carbone 14 et ça fait vieillir aussi l'âge des fossiles encore plus, puisque l'écart de concentration en carbone 14 entre l'époque de fossilisation et l'époque actuelle est plus grand. Donc, ça pose l'adaptation des fossiles. N'oubliez pas que plus l'écart est grand, bien, moins il va rester de carbone 14 et ça fait vieillir l'âge des fossiles. Et ça, bien évidemment, c'est des facteurs qui sont très importants pour déterminer l'âge des fossiles. Donc, dans le fond, là, ce qu'on fait ici, c'est qu'on vieillit ce qui est déjà vieux. Et c'est pour ça qu'on arrive à des millions d'années. Bon, le dernier facteur qui influence la quantité de carbone 14, ce sont les accidents nucléaires ou les essais nucléaires. Bon, évidemment, il y a eu beaucoup d'essais nucléaires, d'accidents nucléaires dans les années 50 et 60. Vous avez probablement, la plupart d'entre nous, vécu ce qui s'est passé à Tchernobyl en 1986. Donc, lorsque la centrale Tchernobyl a explosé, donc ça fait augmenter la quantité de carbone 14 radioactif dans les airs. Donc, on est à peu près ici, là, 1986. Alors, donc, vous avez une augmentation importante de carbone 14 et les essais nucléaires atmosphériques dans les années 50 ont libéré une grande quantité de substances radioactives, dont le carbone 14 dans l'air. Alors, ici, vous avez le pic qui correspond à la catastrophe de Tchernobyl. Donc, vous avez ici les essais nucléaires. Donc, les essais nucléaires dans le monde. Donc, il y a eu
Énormément d'essais nucléaires réalisés en 1945 et 1980. Et on voit ici, selon le pic, donc la quantité d'essais nucléaires qui ont libéré des substances radioactives dans l'atmosphère, donc du carbone radioactif. La puissance nucléaire, même chose, donc la puissance des explosions nucléaires dans le monde de 1945 à 2010. Alors on voit que dans les années 50 jusqu'à 60, il y a eu une grande libération de carbone 14 dans l'atmosphère. Donc, ça c'est un autre facteur qui influence la quantité de carbone 14 produit. Alors, donc ça on a déterminé l'âge, dans le fond, des fossiles à l'époque où il y avait des essais nucléaires, comme les années 50-60, ça veut dire que la matière organique absorbait plus de carbone 14 et ça fait vieillir l'âge des fossiles encore plus, puisque l'écart de concentration en carbone 14 augmente entre l'époque de fossilisation et l'époque correspondant aux essais nucléaires. Fait que si on augmente cet écart-là, bien c'est sûr que ça fait vieillir l'âge des fossiles. Voyez-vous là comment ça peut être biaisé? Alors, ce qu'on ne vous dit pas là, ce sont tous ces facteurs-là qui influencent la quantité de carbone 14 dans l'atmosphère pour déterminer l'âge des fossiles. Alors ici, vous avez la concentration en carbone 14. Donc, alors vous voyez qu'on dit le siècle passé a vu se modifier le taux de carbone 14 dans l'atmosphère, suite aussi bien aux essais nucléaires, aux émissions de CO2 dues à l'activité humaine, qu'à la relation cyclique naturelle entre les réserves carboniques terrestres, océaniques, atmosphériques. Alors, les essais nucléaires ont apporté un taux anormalement élevé de carbone 14 dans l'atmosphère, le doublant, vous voyez ici, on est là, à 100. Le doublant presque, perturbant le phénomène de dégradation naturelle. Alors ici, c'est la concentration atmosphérique de carbone 14 de 1955 à 1995. Donc, tous ces facteurs-là, ça influence. Donc, si je résume tout ça, la quantité de carbone 14 n'est pas immuable dans le temps. Elle varie selon un certain nombre de facteurs, c'est-à-dire la quantité de combustible fossile, les réservoirs marins, l'activité solaire, le champ magnétique terrestre et les essais nucléaires. Tous ces facteurs contribuent à influencer la quantité de carbone 14 dans l'atmosphère et par conséquent, font la datation des fossiles. OK? Alors là, on va voir, c'est là la deuxième partie. Bon, c'est là que là, vous allez vous réveiller un peu plus, là, parce que la première partie... Fais lever toute l'assemblée. Ah oui, oui! Oui, parce que c'était un peu violent, là, oui, je vous conseille de vous lever ici. Donc là, la deuxième partie, je vous parlerai plus de méthode radiométrique, mais vous allez comprendre des choses par rapport au carbone 14 et tout. Okay. Je vois que tu n'es pas un professeur de gymnastique, mais c'est pas grave. Alors ça fait que, hey, levez-vous là, levez-vous parce que ça veut dire que vous êtes tous d'accord. Vous êtes tous d'accord avec ce qu'il a dit. Ah, je le savais. Puis là, on tourne de nous. Alors, la partie c'est beaucoup d'infos. On tourne autour de nous. Allez, très bien. Voilà. Non, mais allez, on élève les bras. Et on élève les bras, puis on bouge les bras. On bouge les bras. On bouge les bras. On bouge les bras. Et on s'accomplit, on s'accomplit, on s'accomplit. Et on bouge les bras. Et on bouge les bras. Et on s'assoit. Le point de vue, vous êtes un bon animateur de alors là, la partie rock est terminée. Donc, j'ai tout expliqué les méthodes radiométriques. J'espère que vous avez retenu certaines choses. Ça va vous aider là, pour la suite des choses de temps. OK. Hein? Non. Il reste moins de temps. Il reste beaucoup moins de temps. OK. Donc, les limites de datation radiométrique. OK? Alors, on va voir les limites de datation des fossiles par le carbone 14 et les limites de datation des roches par les coupes potassium-argon, iridium, strontium, uranium, thorium et thermoluminescence. OK. Donc, alors regardez ici. Alors, on a un fémur de dinosaure. Donc, c'est sûr que là, maintenant, je vous ai parlé de toutes les méthodes radiométriques. Vous allez comprendre, là, vous comprenez c'est quoi le carbone 14, comment on l'a déterminé, etc. Donc, ça va être plus facile pour la suite des choses. Alors, vous avez ici le docteur Mary Schweitzer. Alors, le docteur Mary Schweitzer, qui est une paléontologue de l'Université nationale du Montana, et son équipe qui ont découvert un fémur de tyrannosaure, vous l'avez ici, donc un tyrannosaure, que vous avez l'animal ici, incomplètement fossilisé. Alors, si vous regardez le texte,
On dit ici que la nouvelle a fait grand bruit en 2005. Alors, des tissus mous ont été retrouvés dans le fameux brisé d'un tyrannosaure, mort il y a 68 millions d'années, selon les paléontologues. Et impossible. Ce sont alors écrits les spécialistes. Car les vaisseaux sanguins, comme ceux trouvés, ne peuvent théoriquement pas être conservés si longtemps. En effet, dans les meilleures conditions possibles selon les modèles, ils se désagrégeraient, quoi qu'il arrive, en moins de millions d'années. Pour ses détracteurs, Marie Schweitzer, de l'Université d'État de la Caroline du Nord aux États-Unis, et ses collaborateurs se sont donc probablement trompés. Pourtant, l'équipe en question est parvenue à extraire des protéines de collagène de leur échantillon. Regardez qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Alors, vous avez ici, donc, et encore, on dit Schweitzer, qui est la paléontologue, a fait par la suite une découverte encore plus ahurissante dans un autre os de tyrannosaure. On voit ici, puis on voit très bien, des globules rouges, OK, et des tissus mous, on dirait que c'est de la chair fraîche, OK, pour des os de dinosaures qui sont supposés dater de 65 millions d'années. Alors, des scientifiques ont découvert accidentellement ce qui semble être des globules rouges, des fibres de collagène et des os de dinosaures. Un autre fossile de dinosaure qui a été trouvé ici par un autre paléontologue, Susanna Menman. Okay? Alors, regardez ce que Susanna Menman explique, donc l'une des auteurs de l'étude, qui est paléontologue. Des chercheurs britanniques ont découvert par hasard ce qui semble être des globules rouges et des fibres de collagène dans les restes fossilisés de dinosaures ayant vécu il y a 75 millions d'années. À l'origine, c'est elle qui parle. À l'origine, nous voulions juste voir ce que l'on trouve dans des os de dinosaures mal préservés, tels ceux qu'a bien voulu nous donner le Musée d'histoire naturelle de Londres. C'était des bouts d'eau cassés en mauvais état. Et nous ne nous attendions pas du tout à découvrir des fragments de tissus biologiques. C'est elle qui parle, c'est une paléontologue. Bien que des restes de tissus mous ont déjà été découverts dans des fossiles exceptionnellement bien préservés, ce qui est particulièrement intéressant à propos de notre étude est que nous avons découvert des structures qui rappellent des globules rouges et des fibres de collagène dans des fossiles mal conservés. Cela suggère que ce genre de préservation des tissus mous nous pourrait être plus répandu dans des fossiles. C'est une paléontologue qui parle. Donc, ça pourrait se retrouver beaucoup plus dans les os de dinosaures, avec des tissus mous et tout. Alors, regardez ensuite. Un autre paléontologue, Mark Armitage. En passant, celui-ci a perdu son emploi aux États-Unis parce que son directeur de recherche lui a dit, écoute, tu ne peux pas arriver avec ces résultats-là. Il faut que tu retournes sur le terrain. Il est retourné sur le terrain, il est revenu, puis il y avait encore les mêmes résultats. Le directeur a dit, mais non, c'est pas possible, on ne peut pas publier ça. Il le met à la porte. Et il est allé en cours, il a gagné en cours, il est obligé son directeur de recherche est obligé de le reprendre. Et lui, il arrivait juste avec les résultats. C'est un paléontologue qui a travaillé sur le terrain. Alors, regardez ce qu'il dit. Alors, il dit ici, en début d'année 2013, le chercheur Mark Armitage, que vous voyez ici, travaillait sur le site de l'excavation de Edry, dans le Montana. Il découvrit ce qu'il pensait être la plus grande corne de Triceratops jamais exhumée sur ce site. Vous avez un exemple ici de Triceratops et la corne. De retour à l'Université de Californie, après l'examen de la corne, sous un puissant microscope, Armitage fut fasciné par les couvertes de tissus mous sur l'échantillon. Des tissus osseux mous, fibreux, ont été extraits d'une corne de Triceratops et du matériel mou était présent dans l'os pré- et post-décalcifié. Le matériel de la corne présentait de nombreuses petites couches de matrices osseuses en lamelles. Cette matrice possédait d'importantes microstructures visibles avec des ostéocytes, ça c'est des cellules osseuses, lamellaires. Des couches de tissu mou présentaient de multiples épaisseurs de tissu intacts avec des structures de style ostéocyte montrant des interconnexions et des ramifications secondaires. C'est le premier rapport de couches de tissu mou provenant d'une corne de Triceratops portant des épaisseurs d'ostéocytes et élargit la gamme de types de spécimens de dinosaures connus pour contenir du matériel non fossilisé dans la matrice osseuse. En fait, si je regarde ici, vous voyez, quand on dit là, des globules rouges et des fibres de collagène, des tissus mous de tyrannosaures qui ont été découverts dans un fossile vieux de 75 millions d'années. Comment expliquer que des globules rouges, des fibres de collagène et des tissus mous
peuvent se retrouver dans des os de dinosaures qui datent de 75 millions d'années, selon les paléontologues, sans se décomposer. C'est impossible. C'est impossible, à moins que ces os datent de milliers d'années seulement, pas 75 millions d'années, avec des globules rouges, des fibres de collagène qui dessus nous, c'est impossible. Pourtant, on retrouve ça dans les os dinosaures, qui supposés dater de 75 millions d'années. Alors, ici, regardez, ça c'est un peu spécial. OK? On parle ici en juin 1990. Hod Miller a présenté 2 fragments d'ossements de dinosaures au département des géosciences de l'Université de Tucson, en Arizona, pour des analyses au carbone 14. Un fragment provenait d'un dinosaure non identifié. L'autre provenait d'un allosaure, hein, vous avez un exemple ici, ça c'est un allosaure, déterré par James Hall près du Grand Junction au Colorado en 1989. Hod Miller a soumis les échantillons sans divulguer l'identité des ossements. Si les scientifiques n'avaient pas divulgué l'identité des ossements, ils n'avaient pas dit que c'était des dinosaures, si les scientifiques avaient su que les échantillons provenaient en réalité de dinosaures, ils n'auraient pas pris la peine de les dater, puisqu'il est supposé que les dinosaures ont vécu il y a des millions d'années au-delà des limites de la datation radiocarbone. Hein? Tantôt, c'est 50 000 ans maximum pour la radiocarbone. Fait intéressant, l'analyse du carbone 14 a indiqué que les ossements étaient âgés entre 10 000 et 16 000 ans seulement, bien loin de leur âge présumé de 60 millions d'années. S'ils n'avaient pas évalué l'âge, ils auraient dit « Ah, ça c'est des dinosaures, c'est 65 millions d'années. » Ils ont évalué, ils ont vu qu'il y avait du carbone 14, hop, quand on parle de 65 millions d'années à 10 000 ans. Ça, c'est un tableau très intéressant. Okay? Ça, c'est un tableau qui vient des paléontologues. Et regardez ici, qu'est-ce qu'on retrouve dans le tableau. Les chercheurs ont trouvé une explication à la survie déroutante de tissus mous et de collagène dans des os de dinosaures. Les os sont plus jeunes qu'on aurait pu le penser. La datation au carbone 14 de plusieurs échantillons d'eau de 8 dinosaures trouvés au Texas, en Alaska, au Colorado et dans le Montana a révélé qu'ils étaient âgés entre 22 000 et 39 000 ans. Vous voyez ici les âges, là? Donc, ça va de 22 000 à 39 000 ans. Regardez les dates. Vous avez toutes les dates. Et ça, c'est la quantité de... vous avez la quantité de carbone 14 qui ont été trouvés ici avec les âges. Donc, on va de 22 000 à 39 000 ans pour des os de dinosaures. Et pourtant, la datation carbone 14, la date limite, c'est 50 000 ans. On est loin des 65 millions d'années à 200 millions d'années. Encore un autre tableau. On dit ici la limite théorique pour la datation carbone 14, donc ici ils ont dit 100 000 ans, mais théoriquement c'est 50 000 ans, en utilisant un spectromètre de masse, mais pour des raisons pratiques, donc c'est 45 000 à 50 000. Alors la demi-vie du carbone 14 étant de 5 730 ans, si les os de dinosaures étaient âgés de 65 millions d'années, il ne devrait pas y avoir un seul atome de carbone 14 entre eux, puisqu'après 50 000 ans, il n'en reste presque plus. Et pourtant, dans le tableau, on retrouve plein de carbone 14, vous voyez, ça c'est les âges, pour des os de dinosaures, et vous avez toutes les dates ici qui ont été recensées. Et ça apparu là, dans les plus grandes revues. Donc là, il y a un problème. Comment est-ce qu'on peut retrouver du carbone 14 dans les os de dinosaures qui datent de 65 millions d'années? C'est pas possible. Ça veut dire que les os datent de beaucoup plus récents que ça. Vous avez ici un géologue, donc Snelling, alors Andrew Snelling, que vous avez ici. On dit, ici vous avez, ça c'est avec les roches. Hein? Donc les roches que je vous ai parlé tantôt pour dater l'âge des fossiles avec le potassium argon, l'iridium strontium, thorium, potassium. Alors vous avez ici les écoulements récents de lave de Nouvelle-Zélande qui rapportent des âges de millions d'années. C'est un écoulement récent. Et il rapporte ça à des millions d'années lorsqu'on fait les calculs. Quelque chose qui ne marche pas, là. Alors, regardez dans le tableau. Alors, voici, ça, c'est l'âge du potassium argon que je vous ai expliqué tantôt. Et ça, c'est en millions d'années. Alors, regardez les millions d'années. Pour un âge récent, et les dates d'écoulement sont là. 1949 jusqu'en 1975. C'est loin des millions d'années, c'est récent, ça. Puis on arrive à des millions d'années avec la méthode de potassium argon. Ça, c'est les résultats. Les résultats, là, qui ont trouvé. Alors, d'autres dates radiométriques. Alors, toujours le géologue Andrew Snelling
a travaillé sur la datation des dépôts d'uranium dans le Tungara, dans le territoire du nord de l'Australie. Et il a déterminé ici des âges. Okay, on dit ici c'est des âges radiométriques obtenus par différentes méthodes pour des roches basaltiques reconnues par la majorité des géologues comme étant âgées de quelques milliers d'années seulement. Et pourtant, on a des âges ici en millions d'années, avec le potassium-argon, rubidium, strontium, et il y a d'autres méthodes là, que je n'ai pas parlé tantôt. Et en plus, si vous regardez ici, là, il y a vraiment une aberration. On devrait arriver à la même âge, peu importe la méthode radiométrique que je vous ai parlé tantôt, soit le potassium-argon, le rubidium, strontium, l'uranium-thorium, on devrait arriver au même âge. En plus d'arriver à des millions d'années pour des roches récentes, bien, on arrive à une différence énorme entre les âges ici pour les différentes méthodes utilisées. Donc, une aberration ici. Pourtant, c'est les résultats obtenus. La faiblesse dans la datation. Alors, regardez ici. Difficile de dater un événement qui s'est déroulé il y a des millions d'années. Alors ici, vous avez Hervé Sauquet, qui est un paléontologue aussi, un chercheur. Une équipe internationale de chercheurs coordonnée par Hervé Sauquet de l'Université Paris-Sud a mis en évidence des faiblesses des méthodes de datation. Selon les données fossiles utilisées et les techniques d'analyse et de modélisation, ces chercheurs ont montré qu'on pouvait aboutir à des différences de datation allant jusqu'à 100 millions d'années. Et les résultats présentés dans Systematic Biology sont surprenants. Entre la calibration la plus robuste, qui fournit un âge moyen de 72 millions d'années pour les Nothofagus, qui est la plante que vous avez ici, et la moins fiable, l'écart était de 45 millions d'années. Et entre les deux scénarios les plus extrêmes, la différence atteint même 100 millions d'années. Vous voyez, c'est aberrant. Là. Ces scénarios sont tout à fait réels, dit le chercheur. Ils sont publiés, donc on constate le chercheur français, celui qui donne la plus faible estimation a été appliqué dans des dizaines, voire des centaines d'études parce qu'il n'y avait pas d'autres solutions possibles, pas assez de fossiles à la disposition. Et ça, c'est publié. Ici, on a la longévité d'organismes vivants, la plus longue longévité de l'organisme vivant sur Terre, qui est un... Alors, l'arbre le plus vieux du monde, c'est un pin Bristolcombe, connu pour sa grande longévité, et donc il peut atteindre jusqu'à 5000 ans. Donc, l'arbre le plus vieux d'entre eux, l'arbre Mathusalem, en référence avec la Bible, a atteint 4789 ans, donc son arrondi à peu près 5000 ans. On n'a pas recensé sur Terre d'organismes vivants plus vieux que cet organisme-là qui est un arbre. C'est comme si, il y a 5000 ans, il y a eu un cataclysme soudain qui s'est passé sur Terre, puis qu'on ne peut pas recenser des organismes vivants plus vieux que ça. Mais c'est sûr qu'il s'est passé quelque chose. Ça se limite à 5000 ans. Ici, c'est surprenant, vous avez un tronc d'arbre fossilisé qui traverse plusieurs strates. Donc, vous avez le tronc d'arbre polystrate, donc qui traverse plusieurs strates, qui a été trouvé et photographié en Australie ici, et le tronc d'arbre polystrate, trouvé et photographié en Amérique du Nord. Et vous avez l'individu à côté. Comment est-ce qu'un tronc d'arbre fossilisé peut-il traverser plusieurs strates séparées entre elles par des millions d'années? C'est impossible. À moins que ces strates se soient formées rapidement lors d'une catastrophe soudaine, un cataclysme quelconque. Bon, peut-être parmi vous aussi, vous avez vécu, en tout cas moi je me souviens de ça, là, en 1981, l'éruption volcanique au Mont-Sainte-Hélène aux États-Unis. Alors regardez ce qu'on dit ici. Des couches superposées qui se sont formées en 3 heures. Et ça, c'est spécial, parce que c'est pas ça qu'on dit lorsqu'on regarde toutes les strates qu'on a vues tantôt séparées par des millions d'années. Alors, le 12 juin 1980, une troisième forte explosion produisit une stratification de 8 mètres d'épaisseur qui étonna les géologues. Traditionnellement, on explique que la formation d'une telle superposition de couches nécessite de très longues périodes, mais ici, plus de 100 couches se sont formées, essentiellement en une seule nuit, entre 21h et minuit. Tandis qu'une nuée gazeuse s'élevant rapidement à 15 km au-dessus du volcan, des coulées de roches volcaniques s'échappaient par vagues de cratères et des valeurs de flancs morts, recouvrant la vallée située en contrebas,
de couches successives. Vous avez ici, là, ça c'est un individu qu'on met ici par rapport à la catastrophe. Et on dit qu'allant d'une épaisseur d'une fraction d'un centimètre à plus d'1 mètre, la formation d'une couche variait entre quelques secondes et plusieurs minutes pour des strates. Le géologue Stephen Austin décrit ces coulées comme étant constituées d'une boue de fins débris volcaniques collant au sol, fluides et turbulents. Elles démarrèrent la pente à la vitesse d'un ouragan, laissant des dépôts atteignant la température de 500 degrés Celsius. On pouvait s'attendre à ce que ces dépôts fussent homogènes et bien mélangés. Mais, chose étonnante, cette boue se déplaçait en grande vitesse, formant des couches de grosses et de fines particules parfaitement séparées. De tels processus suivent les mêmes lois hydrodynamiques que celles mises en évidence dans les bassins de sédimentation laboratoire. Et on retrouve les mêmes fines couches dans le grès du Taipei du Grand Canyon. Selon l'enseignement conventionnel, ce qu'on nous enseigne à l'école, dans les cours de sciences, ces couches se sont formées par une sédimentation lente et continue sur de longues périodes. Pourtant, les boues, qu'elles soient gazeuses comme celles qui ont formé les strates du Mont-Saint-Hélène, ou aqueuses comme celles du strate de Taipei dans le Grand Canyon, obéissent toutes les deux aux mêmes lois de la physique. Alors ici, on a une centaine de couches de 8 mètres d'épaisseur qui se sont formées en 3 heures seulement, avec une taille de particules parfaitement séparées d'une couche à une autre. Puis on ne s'attendait pas à ça, on pensait que ce serait pêle-mêle. On est loin des millions d'années que les paléontologues auraient évalué s'ils n'avaient pas vécu l'événement. Et on peut faire l'analogie avec ce qui s'est passé dans le Grand Canyon. Bon. Ici, vous avez une plante fossilisée dans la roche. Hein? On la voit très bien ici. Pourtant, les scientifiques, les évolutionnistes, les paléontologues, vont évaluer l'âge de cette fougère fossilisée dans la roche à 300 millions d'années. Est-ce que vous voyez une différence entre la fougère aujourd'hui, qui est ici, et la fougère qui est fossilisée dans la roche, qui date de 300 millions d'années? Moi, j'en vois aucune. C'est la même chose. Pourtant, il évalue ça à 300 millions d'années. Ça veut dire quoi? Il n'y a eu aucune évolution en 300 millions d'années? Regardez ici. Vous avez ici des insectes fossilisés dans la roche. OK? Selon les paléontologues, on évalue l'âge du scorpion qui est là à 110 millions d'années et l'âge de la sauterelle à 108 à 92 millions d'années. Est-ce que vous voyez une différence entre le scorpion fossilisé et le scorpion qu'on a aujourd'hui? Est-ce que vous voyez une différence entre la sauterelle qu'on a aujourd'hui et la sauterelle qui est fossilisée ici? Aucune différence. Alors, en 100 millions d'années, il n'y a pas eu d'évolution, il n'y a pas eu d'étapes intermédiaires qui se sont passées. Alors ici, vous avez un crustacé fossilisé dans la roche. Il n'y a aucune différence entre cette crevette fossilisée de 195 millions d'années et les crevettes actuelles. Aucune différence. Pourtant, on évalue l'âge de ce fossile-là à 195 millions d'années. Vous avez ici un poisson fossilisé dans la roche qui date de 125 millions d'années, un poisson aiguille. C'est exactement le même poisson qu'on a ici. Aucune différence aussi encore. Un reptile fossilisé dans la roche. C'est un fossile de tortue qui date de 50 millions d'années selon les paléontologues. Et on a la tortue moderne qui a resté inchangée pendant tous ces millions d'années. Un peu spécial. Vous avez ici un reptile fossilisé dans l'ambre, on a parlé tantôt, l'arbre jaune. Alors ça date de 40 millions d'années. Si vous regardez sa tête, les os des pattes antérieures et certains tissus sont bien préservés. Toutes les caractéristiques de ce lézard prisonnier de l'ambre sont identiques à celles des lézards modernes. Pourtant, on évalue ça à 40 millions d'années. C'est spécial. Un mammifère fossilisé dans la roche, vous savez que la chauve-souris, c'est un des seuls mammifères volants. Donc, vous avez ici la chauve-souris, qui est la seule espèce de mammifère volant, donc sont l'un des animaux qui défient l'évolution. Les évolutionnistes prétendent dire que les chauves-souris évoluèrent petit à petit, mais n'avaient toujours aucune réponse cohérente à apporter à l'origine de leurs ailes. De plus, les fossiles de chauves-souris qui datent de 50 millions d'années
selon les paléontologues, démontre que ces animaux sont arrivés à l'existence dans leur état actuel. 150 millions d'années qu'on a la chauve-souris aujourd'hui. Vous voyez que même à 50 millions d'années, les ailes étaient là. Bon, ici, c'est un peu spécial aussi. Vous avez ici une empreinte de pied chaussée d'une sandale, on veut bien la sandale, et c'est incrusté d'un trilobite. C'est quoi un trilobite? Je vais vous le montrer ici. C'est ça un trilobite. Alors, c'est un crustacé qui, selon les paléontologues, ont vécu il y a 200 millions d'années. Vous allez rire. Si je regarde en arrière ici, alors regardez ici, la sandale qui écrase le trilobite de 200 millions d'années mesure, bon, 262 mm de long, 67 de large, donc le talon est un peu plus usé que la semelle. Le 20 juillet 1968, le docteur Clifford Birdy, géologue de Tucson, accepta de venir sur le site pour voir ça, et il découvrit à son tour dans une couche de schiste, de roche, l'empreinte d'un pied d'enfant. Il montra cette empreinte à 2 géologues et à un paléontologue. L'un des géologues admit qu'elle semblait être celle d'un être humain. Le paléontologue réfuta la découverte. Il ne voulait rien savoir. Aucun autre scientifique n'accepta d'étudier ces empreintes. Comment expliquer ici, là? Hein? Un trilobite, qui est supposé dater de 200 millions d'années selon les paléontologues, comment est-ce qu'un trilobite qui date de 200 millions d'années peut se retrouver fossilisé en dessous d'une semelle de chaussure d'un être humain qui date de milliers d'années seulement? C'est impossible. Avouez que les deux datent de la même époque. Bon, ici, les humains et les dinosaures. Vous avez ici des empreintes. Alors, sur la gauche, on le voit peut-être difficilement. Vous avez sur la gauche ici, ça c'est l'empreinte de dinosaure. C'est un tridactyle, là. Alors, on dit sur la gauche une empreinte féminine. Vous la voyez ici, dans une empreinte de dinosaure qui a été trouvée dans la région de la rivière Paluxy de Glen Rose au Texas. Sur la droite, je ne sais pas si c'est un tridactyle, mais on voit très bien l'empreinte de dinosaure et on voit l'empreinte de trace de pas humain à l'intérieur. Ça veut dire que la trace de dinosaure est arrivée après. Ça veut dire qu'elle est par-dessus l'empreinte de trace de pas humain. À droite, regardez ici, on la voit très bien. Sur la droite, vous avez une empreinte d'homme pénétrée par une empreinte de dinosaure tridactyle, c'est-à-dire à 3 doigts. L'empreinte de trace de pas humain a été pénétrée par une trace d'empreinte de dinosaure. Ça veut dire que l'empreinte de trace de dinosaure est arrivée après. Alors, comment expliquer qu'une empreinte de pas de dinosaure qui date de 65 millions d'années au minimum selon les paléontologues peut se retrouver fossilisée, hein, par-dessus une empreinte de trace de pas humain qui date de milliers d'années seulement? C'est pas possible. À moins que les deux aient coexisté, c'est-à-dire qu'ils ont existé en même temps. Bon, ici, vous avez un cimetière de fossiles. Okay? Selon les paléontologues, tout ça s'est séparé par des millions d'années. Et il y a des fossiles qu'on va retrouver dans une strate, d'autres fossiles dans un autre stade, etc. Pourtant, c'est pas ça qu'on retrouve ici. On a un cimetière de fossiles avec toutes sortes d'animaux dans la même strate. Alors, vous avez ici bon, un catalogue de fossiles qui ressemble tout ça. Le professeur Hong, paléontologue et conservateur du Collège de musée d'histoire naturelle de Charleston, a décrit le cimetière de fossiles dans un rapport de l'Académie des sciences naturelles. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Les restes du porc, le cheval et les autres animaux de date récente, avec des os humains mêlés avec des os de mastodontes et de gigantesques lézards disparus. On parle des dinosaures, là. Tout ça en même temps dans la même strate. Et pourtant, selon les paléontologues, tout ça devait être séparé d'une strate à une autre par des millions d'années. Pourtant, on a des strates où on retrouve tout ça mélangé ensemble. Datation des fossiles. Comme ces mécanismes sont variables, les âges 44 sont relatifs. Ils dépendent pour une part de l'âge de l'objet d'étude, mais également des conditions environnementales qui existaient alors. C'est presque terminé, là. La radiodatation des fossiles est remise en cause. On explique, enfin, on comprend mal comment l'évolution peut expliquer les étapes transitoires entre le singe et l'homme.
Par exemple, comment expliquer la disparition des poils? Comment expliquer le redressement de la colonne? Comment expliquer la transformation d'un organisme quadrumane, c'est-à-dire à 4 mains, hein, parce que les singes ont 4 mains, en un organisme bipède à 2 pieds? Comment expliquer l'élargissement de la boîte crânienne qui emmagasine un cerveau 3 fois plus volumineux que les singes, avec 100 milliards de neurones, comparé à 5 milliards de neurones chez le chimpanzé, donc 20 fois plus de neurones. De plus, les chaînons manquants et les hommes singes, créés par l'évolution, pourquoi ne sont-ils pas nombreux dans le registre fossile, alors que des squelettes entiers de dinosaures qui ont disparu de la surface de la Terre il y a 65 millions d'années, selon l'évolution, sont bien présents dans les musées? Ceux de l'homme, dont l'évolution remonterait à 7 millions d'années seulement, manquent toujours à l'appel. Tout ce que nous disposons, ce sont des fragments osseux, habilement reconstitués de manière frauduleuse pour les présenter comme des prétendus hommes singes. Le registre fossile apporte-t-il des preuves de l'évolution? Les animaux nous apparaissent déjà formés sans histoire évolutionnaire. Et on a vu tantôt que même des globules rouges et des tissus mous ont été découverts dans des os de dinosaures, laissant présumer un âge beaucoup plus récent que les millions d'années avancées par l'évolution. Conclusion. Les conclusions. Les limites de la datation du carbone 14. La datation par le carbone 14 dépend de 3 suppositions principales. L'élément que l'on veut dater doit avoir incorporé du carbone dans des proportions équivalentes à celles de l'atmosphère. Elle ne s'applique donc aux matériaux organiques et pas du tout aux produits minéraux. On l'a vu tantôt. La méthode s'appuie sur le principe d'actualisme et suppose que le rapport carbone 14 par rapport à la quantité de carbone totale est resté constant dans l'atmosphère depuis la mort de l'élément à dater jusqu'à aujourd'hui. On a vu que ce n'était pas le cas, avec tous les facteurs qui influencent la quantité de carbone 14. La fermeture du système de l'élément à dater est aussi indispensable s'il incorpore de nouveaux atomes de carbone après sa mort. Le rapport carbone 14, carbone total est bouleversé et le résultat ne sera pas fiable. Si n'importe laquelle de ces suppositions est enfreinte, alors la technique échoue et toutes les dates sont fausses. Les limites de la datation des roches maintenant. La datation radioactive en général dépend de 3 suppositions principales. Lorsque les roches se forment ou durcissent, il devrait y avoir seulement des atomes radioactifs parents dans la roche et aucun atome radiogénique fils dérivé par la désintégration radioactive d'un autre élément. Après durcissement, la roche doit rester en système fermé, c'est-à-dire aucun atome parent ou fils ne doit être ajouté ou enlevé de la roche par des influences externes telles que les eaux souterraines de filtrage. Le taux de désintégration radioactive doit demeurer constant. Si n'importe laquelle de ces suppositions est enfreinte, alors la technique échoue et toutes les dates sont fausses. Conclusion finale pour tout ça. Quelle signification ont les dates radiométriques? John Woodmora, qui est paléontologue, a analysé plus de 500 publications portant sur la datation radioisotopique et en a conclu que celle-ci est contaminée par toutes sortes de raisonnements circulaires et interprétations destinées à s'accorder avec les idées préconçues des chercheurs. Il est impossible d'identifier l'âge d'une roche parce que personne n'était là pour mesurer la quantité d'éléments qui étaient déjà présents quand elle s'est formée et surveiller son évolution au cours de l'histoire géologique. On peut bien publier n'importe quelle date qu'on juge bonne en fonction de l'hypothèse d'où on est parti. C'est précisément ce qu'ont fait les géologues et les paléontologues du système. Ils élaborent une histoire géologique des roches ou des fossiles qu'ils analysent selon les chiffres fournis par le laboratoire de géochronologie qui a effectué la mesure des isotopes se trouvant dans les roches ou fossiles actuellement.
force est de constater que les dates radiométriques ne sont pas, quoi qu'on en dise, la preuve objective que la vie sur Terre a débuté il y a des millions d'années, mais plutôt des milliers d'années. Ce qui explique la différence entre les sciences expérimentales et historiques. Lorsqu'on calcule le temps de désintégration d'une substance radioactive, ce sont des faits. C'est précis, c'est vérifiable. On fait ce qu'on appelle des sciences expérimentales. C'est le cas de la biologie, de la chimie, de la physique. Par contre, lorsqu'on commence à extrapoler, ça devient spéculatif, hypothétique, ça manque beaucoup de précision puisqu'on n'était pas là à ce moment-là. On fait ce qu'on appelle des sciences historiques, c'est le cas de l'archéologie, de la paléontologie et de la géologie. En terminant, je vais vous raconter une anecdote. Un fait vécu. C'est l'histoire d'une femme qui a enterré son chien au bout de son terrain il y a 25 ans. Ça se passe au Mont-Saint-Hilaire, en Montérégie, et c'est un endroit où parfois il y a des fouilles paléontologiques qui se font. Donc, il y a des scientifiques qui ont passé par là. Ils ont analysé les ossements de l'animal, sans savoir si c'est un chien. Alors, ils ont déterré les ossements. Ils ne savaient pas si c'était la femme qui était là. Ils ne savaient pas si c'était son chien. Ils ont analysé les ossements en laboratoire et ils ont évalué l'âge des ossements à 1 millier d'années, avec la méthode de datation carbone 14. Alors, imaginez la réaction de la femme lorsqu'elle a su que son chien était enterré là il y a 1 millier d'années, alors que c'est elle qui l'a enterré il y a 25 ans. Merci d'avoir écouté. Je sais qu'il y a eu des parties plus rough, mais c'est un mal nécessaire pour la suite. Et j'espère que vous en avez appris un peu plus sur les méthodes radiométriques pour les examens lors de l'année. Merci Michel. Est-ce qu'ils ont enfermé la madame de la propriétaire du chien? Non, ils l'ont pas enfermée. Ah bon, elle aurait pu finir comme ça. Ça va? Vous êtes en forme, je vois que vous êtes tous réveillés. On ne va pas attendre plus longtemps.